Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Thomas Poussou. Thomas, ça va, la forge, la patate, la patate, la pêche. La forge, oui. Ça commence bien. La forge. Et avec nous aujourd'hui, on accueille Aloïs Bourguenol. Aloïs, tu es pile poil dans le sujet parce qu'aujourd'hui, on va parler du jeu de rôle et du dessin animé. On va se poser ces questions. Le jeu de rôle est-il un bon médium pour adapter le dessin animé? Aloïs, bonjour. Bonjour. Ça va? Alors toi, donc, tu es le créateur d'un jeu qui s'appelle Atlas, c'est ça? Oui, qui est encore en développement. C'est encore en développement? Oui, il faut que je finisse de l'écrire en somme. Donc c'est un jeu qui est basé sur Avatar, le dernier maître de l'air. D'accord. Qui permet aux joueurs de jouer des gens qui maîtrisent les éléments, justement. D'accord. L'originalité du jeu réside dans le fait qu'on n'utilise pas de dés, mais un système de paris avec des billes, en somme. Ouais. Puisque le joueur va choisir quel nombre de billes il va mettre pour réussir son action. Et le MJ va faire la même chose. Et c'est celui qui aura le plus haut qui va l'emporter. D'accord, ok. Donc c'est juste pour montrer à quel point un joueur est prêt à s'investir pour réussir ce qu'il fait. D'accord. Alors, mais c'est en rapport avec les thématiques d'Avatar. Alors moi, je ne connais pas du tout Avatar. Oui. J'y connais rien du tout. Donc, est-ce que tu pourrais résumer rapidement de quoi ça cause Alors, Avatar... Thomas, tu peux intervenir aussi, parce que je sais que tu connais la série par cœur. Aloïs Avatar, c'est d'abord une série où on voit... Enfin, ça commence sur deux personnes qui habitent au pôle, qui finissent par réveiller quelqu'un dont ils ignorent tout. Il faut savoir que ce quelqu'un, c'est l'Avatar, qui est un être qui se réincarne par cycle, et qui est le seul à pouvoir maîtriser les 4 éléments. D'accord. Donc le jeune en question, c'est un moine de la nation de l'air, enfin des nomades de l'air, très exactement. D'accord. Qui a à peine 12 ou 14 ans, je sais plus. Ok. Et le fait qu'il soit jeune, ça a de l'influence sur la série par la suite Le fait que la série en elle-même est un chemin initiatique. D'accord. Donc on le fait pas sur des personnages généralement qui sont déjà vieux, qui ont de la bouteille. Ok. Souvent, généralement. Ouais. J'ai pas dit tout le temps. Donc, il faut savoir que oui, effectivement, dans cette série, les personnages sont jeunes parce qu'au départ, c'était une série qui était faite pour les 8-12 ans. D'accord. Et quand ils sont aperçus à la fin de la première saison que les gens qui regardaient ils avaient plutôt entre 14 et 17, et ben, dès la saison 2, on voit des personnages beaucoup plus matures. Ouais. Et la saison 3, c'est ce qui révèle le plus le côté obscur. Alors justement, tu me permets de faire une transition parce qu'en préparation du podcast, je me faisais cette réflexion. Je me disais, autour de cette table, on est 3 créateurs de jeux de rôle. Toi aussi, Thomas, tu as fait un jeu de rôle qui est une adaptation d'animé. Oui, tu as l'air de pas être d'accord quand même. Alors c'est pas une adaptation, mais c'est plutôt un style d'animé. Est-ce que tu peux parler rapidement aux auditeurs de ton jeu? Donc je suis, pour ceux qui ont déjà écouté les podcasts, j'ai créé un jeu de rôle qui s'appelle Mao Shoujo RPG. Ouais. L'univers en fait est un univers donc de shoujo manga, donc on va dire un univers pour filles, manga pour filles traditionnel manga pour filles, voilà, qui donc un endroit où les sentiments sont très importants. Et moi en plus dans le shoujo manga, ce que je me suis aspiré, c'est surtout du magical girl. Donc pour les gens que ça parle, en fait, en gros, des magiciennes. Donc, c'est genre Crimi, et surtout, ma plus grosse aspiration, c'est Sailor Moon. D'accord, ouais, ok. Et moi, de mon côté, comme vous en foutez de ma gueule tout le temps là-dessus, effectivement, mon premier jeu de rôle, ça a aussi été une adaptation d'un dessin animé, ça visait des Chevaliers Zodiac. Donc, en fait, je me faisais la réflexion qu'autour de cette table, on était 3 créateurs de JDR, et finalement 3 auteurs qui ont d'abord commencé par faire une adaptation de dessin animé. Et tu disais tout à l'heure un truc intéressant, Tom, tu disais que en fait la série Avatar, que je ne connais pas du tout, était faite quand même pour que des enfants puissent comment tu disais déjà, s'identifier au personnage. Ou alors il y a une histoire d'identification, même sans parler de ça. Je veux dire, c'est une série au départ, donc Avatar, hein, donc c'était une série qui était faite pour les jeunes. Donc oui, il faut qu'il y ait une certaine identification pour eux, quoi. Ouais, mais justement, ça explique le fait qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang dans la série. Oui, le fait que ce soit pour malgré le bloodbending. Mais le truc, moi, là où je voulais en venir, c'est vous poser cette question, est-ce que vous pensez pas justement que si on a tous commencé autour de cette table à faire des adaptations de dessins animés en jeu de rôle, c'est d'abord parce que le dessin animé, c'est un médium qui invite quand même beaucoup les jeunes spectateurs, parce qu'à l'époque le dessin animé c'était surtout pour les jeunes, aujourd'hui ça change, mais avant c'était vraiment pour les jeunes, à s'identifier, et donc c'est plus facile de créer un jeu de rôle où le but justement c'est de s'identifier à un personnage autour d'un dessin animé
animé dont l'origine même est de faire en sorte que les téléspectateurs s'identifient au truc. Moi, mon objectif, c'est pas ça, parce que si je prends ton raisonnement, je dirais plutôt pourquoi on voit peut-être nous trois, on a créé quelque chose autour de dessins animés qu'ils ont parlé quand on était jeunes. C'est aussi parce qu'au moment où on a créé ces jeux de rôle-là, c'est notre culture. On a baigné là-dedans, donc ça c'est une raison. C'est une des raisons. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, je sais que j'ai pas fait mon jeu pour attirer les jeunes. Ça pèse. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que le dessin animé, c'est un média qui est particulièrement fait pour faire en sorte qu'on s'identifie au personnage. Tu vois ce que je veux dire ? Ça amène à certaines valeurs, ça défend des idées, etc. Je me dis que c'est plus facile de sauter le pas. Et justement, on se posait la question dans le podcast, le jeu de rôle est-il un bon médium pour adapter le dessin animé ? Oui, dans la mesure où les deux amènent quand même cette idée d'identification d'un personnage. Je voudrais juste dire un truc, c'est que pourquoi tu limites ça au dessin animé ? Le cinéma, la littérature, les séries, c'est exactement la même chose. La BD, je veux dire, t'es là pour t'identifier au personnage, pour voir ce qu'il va vivre et surtout ce qu'il peut ressentir. Si tu fais une série où personne n'est capable de s'identifier, ça marche pas, quoi. Aloïs. Donc, moi, je vais te dire non, mais c'est juste dans ce cas particulier, parce que si on prend Atlas, à la base, je l'ai créé parce que j'ai un ami qui s'appelle David Baconnet, que je salue d'ailleurs, et qui fait partie de mon club, qui avait créé un premier jeu, Avatar le dernier maître de l'air. D'accord. Dans lequel il y avait une liste de pouvoirs. Donc déjà, le fait d'avoir des pouvoirs limités ne me satisfait plus depuis que j'ai connu Silent Drift. Ah tiens non. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour les auditeurs. Et ensuite, du fait que je trouve que ça ne colle pas à l'esprit de la série, puisque la maîtrise des éléments est quand même finalement assez libre. Donc dans Atlas, les joueurs, c'est les joueurs qui décrivent les effets de leurs actions. Ce que tu veux dire, si je traduis un petit peu, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, comme il y avait un ensemble de pouvoirs déterminés, alors que dans le dessin animé, ils font plutôt des choses librement, tu trouvais que c'était contradictoire avec la série, donc tu voulais quelque chose de plus cohérent, quoi. Voilà. Enfin, tu voulais que ce soit plus proche de la série et que du coup, ce soit plus libre. Et avec Frédéric Sintès, que je salue également, il y a eu un vrai travail il m'a beaucoup aidé pour que le système du jeu lui-même reflète l'esprit de la série. D'accord. Ok. Et donc ce côté on mise des billes pour réussir un pouvoir, ça va avec l'esprit de la série dans quelle dimension ? Le fait est qu'ils doivent se dépenser pour pouvoir pour réussir, parce tout n'est pas acquis dans Avatar finalement. D'accord. Et quand un joueur utilise des billes lors d'un défi, il les donne au maître du jeu. Et le maître du jeu, quand il en utilise, les donne aussi aux joueurs. Ce qui reflète un peu la loi karmique selon ma conception, parce que pour certains, le karma, ça influence les vies postérieures, alors que pour moi, c'est dans la même vie. Donc ça maintient un équilibre entre les joueurs et le maître du jeu. La série à la con, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Avec le karma, là. Le mec qui veut modifier son karma. Non, Earl. Voilà, My Name is Earl, merci Mathieu. qui n'a pas de micro mais qui nous aide bien. Oui, My Name is Earl, voilà, c'est ça. Donc là le karma influence directement la vie du type. Il a fait des mauvaises choses au début de sa vie et ça lui coûte, et en refaisant de bonnes choses, il attend que le destin lui apporte le bonheur. Mais comme dans Avatar, les personnages sont profondément gentils, ouais. Ils ont un moyen de récupérer des billes sans faire de conflit finalement, c'est d'aider les gens. Ça, j'ai l'impression que ça te... ça te tient à cœur, cette idée qu'on peut gagner sans conflit des choses. On parlait de L5R, le jeu de cartes, ensemble avant ce podcast, et où tu me disais que ce que tu aimais bien justement dans ce jeu de cartes, c'est qu'on puisse gagner sans qu'il y ait de combat. Complètement. Donc, je suis un anti-militariste depuis un moment. Ouais. Donc le fait de pouvoir gagner sans se battre, c'est bien. Dans Avatar, les joueurs sont libres d'utiliser d'autres moyens que la violence pour gagner. D'accord. Tout comme dans Monostatos en fait. Puisque l'issue du conflit est décidée, mais pas les moyens. D'accord. Alors Atlas, c'est édité comment ? Comment est-ce que tu... C'est pas édité. Donc, ce sera pas édité. Je vais le distribuer. Même en indépendant, comme c'est le cas généralement sur Silent Drift. Je le distribuerai gratuitement sur le net parce que je compte pas me faire d'argent avec. D'accord. Déjà parce que les droits appartiennent à Nickelodeon. D'accord. C'est la maison de production d'Avatar. Oui. C'est une série américaine. D'accord. Fait par Dandy Bartino. Alors ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle la plupart des jeux qui portent sur des dessins animés
sont aussi des jeux amateurs. On en parlait en préparation du podcast, on constatait que c'est que des jeux amateurs. Est-ce que vous connaissez des adaptations des dessins animés qui ne soient pas des jeux amateurs? Thomas, je pourrais prendre l'exemple quand on a parlé, c'est Mecton Z. Mecton Z, ouais. C'est pas vraiment une licence. Alors c'est quoi Mecton Z? Alors Mecton Z, c'est un vieux jeu où en fait on joue on joue des mechas. Donc les mechas, des gros robots avec des équipements qui se rapprochent quand même pas mal de la série donc Macross. Ah oui, ça s'en rapproche, mais ça n'en a pas la licence. Alors ça n'a pas la licence, mais c'est largement bien inspiré. Ça ressemble à de la bière, mais ce n'est pas de la bière. Ça ressemble au jeu, mais d'accord. C'est du panaché. Ouais. Donc, ouais. Est-ce que vous connaissez d'autres jeux de rôle qui sont des adaptations de dessins animés, à part ça? Non, pas de dessin animé. Alors, je sais que au Japon, il y a Evangelion qui existe. Alors, je sais pas si c'est un jeu japonais ou si c'est en jeu de rôle. Donc, je sais pas si c'est un jeu japonais ou un avec jeu la licence américain. Licence Evangelion, c'est du Evangelion et tel que je connais à la maison d'édition, ça m'aimerait beaucoup qu'ils aient laissé faire ça tranquillement, quoi. D'accord. Ouais. Donc, pour moi, je crois que c'est une version officielle. Maintenant, moi, je l'ai jamais vu. J'ai toujours vu sur le net, j'ai toujours essayé de la voir, j'ai jamais pu le choper. D'accord. Moi, je l'ai trouvé qu'en version japonaise. D'accord. Tu connais d'autres adaptations, toi, Loïs? La seule adaptation que j'ai en tête là, c'est les Brigades Chimériques, mais c'est pas en bande dessinée. Enfin, c'est une bande dessinée et pas un dessin animé. Pas un dessin animé, ouais. Sinon, je vois vraiment pas. Moi, j'ai fait aussi Astérix et Obélix, Allez à Jacques Est, qui est une adaptation d'une bande dessinée, mais je l'ai fait en m'inspirant des films, plus que de la BD. Il me semble qu'il y a un jeu de rôle, Les Chevaliers du Zodiaque, ceci dit, qui n'est pas le tien. Oui, exact. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a un Romaric qui a créé un jeu. Ce qui est assez dingue, c'est que le gars qui a créé le jeu de rôle des Chevaliers du Zodiaque et qui n'est pas le mien, il s'appelle Rome 1. Son pseudo, c'est Rome 1. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est moi Rome 1 parce que du coup comme on en parle dans les podcasts de temps en temps et inversement, et en fait pas du tout. c'est pas ça mon jeu des Chevaliers Zodiac, c'est pas le sien. Donc d'ailleurs je ne l'ai même jamais vu ce jeu de rôle là. Je sais même pas à quoi il ressemble en fait sa version. Je sais que Frédéric Sintès avait un projet aussi d'adapter Naruto, mais est-ce qu'il l'a fait? Je ne crois pas encore. Il y a finalement Demiurge aussi qui est très inspiré par Fullmetal Alchemist. C'est vrai. Mais bon, au final, on voit qu'à chaque fois, on tourne autour du pot, quoi. On a quand même pas la licence. Il y a personne qui a fait l'effort, ou en tout cas, on a accepté à personne de prendre vraiment le nom, quoi. Ou personne n'a fait la démarche pour acquérir la licence. Alors que pourtant, ça serait assez simple parce que finalement, comment il s'appelle les gars, enfin Shingo Araki et des gens comme ça, ils viennent aussi souvent en France à des conventions. Oui, mais c'est pas avec eux qu'il faut traiter, hein. Ça leur appartient pas. Mais je me souviens très bien de comment il s'appelle déjà le gars qui dessine pour Saint Seiya, Alquier, qui avait eu l'occasion de le rencontrer. Il avait quand même eu le droit de dessiner les jaquettes des DVD sortis en France. Enfin, tu vois, ils sont quand même assez permis. Je suis pas. Voilà, mais je veux dire, je pense pas que les maisons qui ont les licences sont pas prêts à accepter. C'est que personne ne voit l'intérêt de le faire. D'aller faire la démarche, d'appeler la maison d'édition, dire combien vous allez me vendre la licence pour que je puisse exploiter ça, combien ça va me rapporter. Les gens disent que ce sera pas autant faire un truc aspiré et puis c'est tout. Hein. Il y a un moment où j'ai hésité, enfin j'y ai songé même si je le ferais jamais. C'était vendre directement Atlas à Nickelodeon. Ouais. Mais je pense pas que ça fasse quoi que ce soit puisque le jeu de rôle n'intéresse globalement pas les grandes boîtes. Trompe-toi parce qu'après ça reste une boîte américaine, le marché je pense c'est intéressant, mais il existe peut-être déjà aux États-Unis. Hein. Possible. Ouais, c'est ça. Le truc d'Atlas, c'est que... Tu t'es renseigné sur s'il existait déjà un jeu de rôle officiel? Pas du tout. Mais la série est assez récente, donc c'est pas forcément... Ouais, commence à avoir quelques années. Hein. Ouais, elle a moins de 5 ans, quoi. Ah, voilà, bon, moins de 5 ans, hein, t'as largement le temps. Ils ont quand même réussi à faire des films merdiques, alors... C'est vrai. Ce qui est amusant aussi, tiens, j'y pense maintenant, c'est qu'il y a un livre dont vous êtes le héros de Astérix aussi, j'y pense, qui s'appelle Allez à Jacques Est. D'accord. Et alors, je crois qu'il y en a plusieurs. Moi, j'en avais un à la maison. Et ça, donc, tu vois, c'est la preuve qu'à l'époque, ça intéressait quand même pas mal les boîtes. Hein. Oui. C'est pas si. Je veux dire, après, une maison d'édition, tu dis voilà, moi je suis prêt à t'acheter une licence pour faire un bouquin. C'est de l'argent qui rentre, je vois pas pourquoi il refuserait. Non, je pense simplement c'est que c'est pas assez rentable. Moi je parlais de vendre le jeu plutôt que d'acheter la licence. Ah oui, tu veux le revendre à eux. Ouais. Oui.
Ouais, donc là, après, c'est à voir. Hein, là-dessus, je ne connais pas suffisamment. Est-ce que donc le jeu de rôle est-il un bon médium pour adapter des dessins animés ? Toi, Aloïs, qu'est-ce que t'en penses ? Potentiellement oui. Et pourquoi ? Pourquoi ? Je vais y réfléchir 2 secondes. Moi, je dirais que oui, c'est un bon médium parce que l'avantage du jeu de rôle, c'est que si on prend pour l'animation, on va, je sais pas, moi, disons, on va faire un Naruto, enfin un jeu de rôle Naruto. Ça va fonctionner parce que déjà les joueurs directs vont avoir le canon du jeu parce qu'ils connaissent la série. Vont savoir comment bien orienter les parties parce que Naruto c'est quand même beaucoup tactique, donc on sait que les parties de combat sont assez tactiques, donc déjà pour ça fonctionne bien. Ensuite c'est un animé qui a un gros univers. Souvent on va te décrire un univers qui a l'air super riche et on va jamais assez loin. Là, en tant que joueur, on va dire, voilà, ton univers qui a l'air bien, ils sont pas assez loin dans telle direction, et hop, on va continuer d'explorer et voir ce que ça donne. Et ça remet quelque chose de vivant. Moi, je me souviens les parties de Saint Seiya, donc du jeu que tu avais fait. Moi, j'ai découvert un univers beaucoup plus riche on y joue en jeu de rôle qu'en regardant l'animé ou en lisant les mangas où c'est très carré, on va vite sur plein de trucs et l'univers du jeu, l'impact qu'ont le fait d'avoir des chevaliers qui ont des pouvoirs divins sur Terre parmi les êtres humains normaux, tu le ressens pas dans la série quoi, parce que c'est que des chevaliers qui se freinent entre chevaliers. Là, nous, on se baladait sur Terre avec nos armures, tu voyais des êtres humains qui sont là et qui pouvaient rien faire. Tu dis oui, tu vois une vision totalement différente du monde. Donc oui, c'est un bon support, mais pour moi, tout n'est pas transmettable. Aloïs, disons que déjà, ça permet aux joueurs de jouer dans un canon qu'ils apprécient a priori, même s'ils peuvent jouer à un jeu qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Et de continuer la série, disait Thomas. Voilà, de continuer la série, mais aussi d'explorer des facettes qu'ils n'ont pas connues. Par exemple, pour continuer sur l'exemple de Naruto, on connaît finalement assez peu les autres villages que Konoha. Ouais. On connaît quasiment pas le monde en dehors des ninjas. Ouais, non, c'est vrai. Même si je pense que le jeu à la base serait utile pour jouer des ninjas, au contraire, mais les films les explorent un petit peu. Voilà, les films explorent un petit peu. Je les ai pas regardés. Voilà. Je regarde pas le dessin. Moi, je sais que dans Naruto, ce qui m'avait beaucoup plu dans les films, c'est, je me souviens bien. Alors, je vais peut-être me tromper dans l'ordre. Ça fait longtemps que j'ai vu c'est vrai que je regarde plus. Je crois que dans le premier, on découvre, on a l'impression que les héros, donc qui viennent du village de Konoha, découvrent le chemin de fer, découvrent que il existe des machines qui permettent, qu'on découvre qu'il y a le cinéma qui existe. Ils ont les systèmes ils ont l'air d'avoir des genres de micros. Et après, dans un autre film, on apprend qu'il y a au-delà de la mer, il y a des chevaliers qui arrivent, qui ont une autre forme d'énergie que le ki. Et tu fais, ouais, c'est super intéressant. Tu vois que le monde, quand même, est sacrément ouvert. Ouais, le chakra. Ouais. Alors, chakra ki, c'est quasiment pareil. Hein. Est-ce que le système du jeu importe pour un jeu de rôle issu d'un dessin animé, étant donné que de toute façon, ce qu'on va faire, c'est explorer l'univers et explorer le canon du jeu? Oui. Thomas. Parce que si on prend le cadre, on pourrait dire qu'on prend n'importe quel système, on s'en fout puisque. Mais Ron Edwards dit que le système importe. Voilà. Ouais, mais même sans parler, je veux dire. Sans rentrer dans les détails techniques. On doit faire un canon. Thomas. Je prends l'anime. Moi, je prends pour Mao Shoujo. Canon au sens de canonique, bien sûr. Je prends Mao Shoujo. On va pas commencer à chanter ici, quand même. Moi, ce que je disais surtout, c'est que là, je prends l'exemple donc de Mao Shoujo. J'ai fait un jeu de rôle donc autour des Magical Girls. Ouais. Même si les gens connaissent le canon, il faut pouvoir en faire en sorte que le jeu puisse l'exploiter, ce canon. Donc moi, mon jeu dans l'univers des Magical Girls, il y a beaucoup de scènes de sentiments. Ouais. Et je vais être obligé de faire un système où les sentiments sont là, quoi. Parce que si je fais pas de système là-dessus, que je mets un système Chaosium à la Cthulhu, avec des caracs et des compétences, on va pas ça jouer va faire bizarre, quoi. Tu joueras les sentiments en roleplay, mais tu vas pas les favoriser. Parce que le joueur en face, il va pas avoir, on va dire, sa carotte, il va pas avoir sa récompense d'avoir fait une belle scène de sentiments. Donc en fait, oui, le système est important pour respecter les codes de l'animé ou le canon, quoi. Alors, justement, mais vu que, Aloïs, tu voulais réagir sur ce thème ? Je vais pas dire que non, puisque on a quand même travaillé pour que le système d'Atlas soit en cohérence avec Avatar, le dernier maître de l'air. Et parfois, en fait, on peut se poser la question quand même. C'est-à-dire que l'univers est déjà tellement cohérent souvent qu'on n'a presque pas besoin, vu que tout le monde a regardé le dessin animé, on n'a presque pas besoin d'y rajouter des règles. Moi, je me souviens très bien, par exemple, que dans Saint Seiya, le Saint Seiya qu'on avait fait, on avait juste pris le système de vampire.
on avait rajouté une carac Cosmos qui augmentait avec le roleplay, c'est-à-dire que plus on jouait de façon cohérente avec l'univers du jeu, plus on gagnait des points de Cosmos et baf, et ça fonctionnait très bien. Enfin, mais moi j'ai juste une réponse à te dire, c'est que maintenant, toi en tant que créateur, est-ce que tu penses que ton jeu fonctionne ? Non. Voilà. Et pourquoi il fonctionne pas ? Non, mais je sais que j'ai fait le naïf. Mais je vais te dire pourquoi ton jeu fonctionne pas. C'est parce que là, on part dans l'idée que tous les joueurs connaissent le canon. Mais justement, très bien ça. Est-ce qu'il y a besoin, justement, donc là c'était une de mes questions, est-ce qu'il y a besoin que tous les joueurs autour de la table aient vu la série pour jouer à un jeu de rôle adapté d'une série ? Et oui, non, si oui, pourquoi, sinon pourquoi ? Moi je dirais qu'il faut au moins qu'ils soient tous dans le même cas, parce que sinon ça crée 2 niveaux de jeu. S'ils connaissent tous la série, ou si tous ils ne la connaissent pas, je pense que c'est bien. S'il y a un mix entre les deux, il va y avoir 2 niveaux de jeu. Il va y avoir ceux qui veulent découvrir les choses qui paraissent évidentes aux autres, alors que ceux qui la connaissent, ils vont vouloir explorer des choses qu'ils connaissent pas. Ça, d'accord. Thomas. Ouais, je vais rebondir là-dessus. Maintenant, si tu as un système qui t'oblige à respecter le canon, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas le canon, ne change rien parce que le système t'emmène à le respecter. Oui. Mais non, après c'est clair, il y aura toujours des connaissances d'univers. Le gars qui connaît la série, qui joue, il a des connaissances d'univers. J'ai envie de dire que quelque part, la base de ce jeu de rôle, quel qu'il soit, adapté d'un dessin animé, c'est le dessin animé. C'est-à-dire que t'as presque pas besoin de faire une base du jeu de rôle pour jouer. D'ailleurs, regardez, il suffit de voir les gamins, par exemple, qui jouent à des jeux qui sont adaptés de dessins animés qu'ils ont vus. Ils ont juste besoin des costumes et puis voilà, et ils sont partis dans le jeu de rôle presque. Même sans costume, ils le font. Même sans costume, ils le font. Ils se prennent pour Naruto, ils se prennent pour nous. Moi, je me souviens, dans la cour de récré, le nombre de gamins que je voyais qui se mettaient en position Kamehameha pour essayer de se battre contre des grands, comme ils disaient. Voilà, c'est incroyable, quoi. Enfin, il y avait finalement presque pas besoin de système autre que celui dont on va respecter le canon. Dans le cas d'animé, c'est que là, on arrive plutôt dans le cadre de la licence. Ouais. C'est que souvent quand tu fais une licence, pour que ce soit pour le jeu vidéo ou de la littérature ou du jeu de rôle, c'est que c'est très connu. Tu prends par exemple de Dragon Ball, là vu que tu cites avec le caméra, la licence est vue par tellement de millions de personnes qu'effectivement tu dis on va faire un jeu de rôle. Un mec qui a jamais fait de jeu de rôle dit voilà, on fait un jeu de rôle Dragon Ball. Le mec t'as pas besoin d'écrire l'univers, t'as juste d'écrire comment fonctionne le jeu. Ah ouais, c'est clair. Voilà, il sait exactement dans quoi il joue, dans quoi il va mettre les pieds. Et tu vois Thomas, moi je pense que si c'était si important pour toi aussi qu'il y ait un système vraiment très cohérent par rapport au, parce que moi ce que je prétends c'est que tu prends le système du jeu de rôle classique, tu mets un maître de jeu, tous les joueurs autour de la table ont vu la série. Tu rajoutes 2-3 éléments techniques qui te permettent juste d'évaluer certains conflits, genre une carac de Cosmos pour tout le monde et puis on joue. Je suis sûr que ça peut fonctionner. Mais je dis pas que ça va bien fonctionner. Non, ça va fonctionner, il n'y aura aucun problème. Puisque tacitement, les joueurs vont se dire ah là, il y a un bug, bon, on va trouver une astuce et puis c'est bon. Mais maintenant, en tant que créateur, ça passe pas. Ouais, non, mais parce que toi, en fait, le truc, c'est que Mao Shoujo, c'est pas un jeu de rôle qui explore le canon d'un manga particulier, d'une licence particulière. En grosse partie, je me suis tellement inspiré d'un manga que je me suis tellement inspiré de Sailor Moon que j'ai essayé de respecter beaucoup ces codes-là. Par le pouvoir du prisme lunaire. Ah ouais, t'inquiète, le jour où tu joueras, tu te diras. Parce que Thomas a même obligé les gens, Aloïs, à décrire dans la fiche de transformation, une phrase de transformation et d'expliquer comment ton personnage se transforme. Donc voilà. C'est obligatoire. Donc maintenant, est-ce que ça répond à la question du jeu de rôle, un bon médium pour adapter des dessins animés ? Je sais pas. Ça dépend ce qu'on entend par adapter déjà. Est-ce que adapter c'est juste pour permettre aux gens de profiter de l'univers canonique en prolongement de la série, ou alors des problématiques que défend la série par exemple. Ouais. Parce que Voilà. Très intéressant. Là dans la question là, moi c'est qu'effectivement, je prends toujours le cas donc de Mao Shoujo. Mao Shoujo, je cherche pas à faire évoluer les joueurs dans un univers cohérent. Enfin pas cohérent, mais dans un univers d'un animé connu. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est moi j'ai regardé les épisodes, les sentiments que je ressens en regardant l'épisode, je dis voilà, moi c'est ce que je veux que les joueurs ressentent pendant qu'ils vont jouer à ce jeu-là. Ça c'est excellent. Donc voilà, donc là c'est une autre phase que je veux. On voyait là, déjà on a identifié 3 choses. Première chose, faire ressentir aux joueurs les mêmes sentiments que en regardant la série. Première chose. Donc les émotions en priorité. Steve de la JDR va adorer. Les émotions. Et deuxième élément, l'exploration de l'univers.
exploration du canon. C'est-à-dire que le côté, ce qui nous intéresse, c'est finalement de réexplorer le canon de Saint Seiya, de gueuler des noms d'attaque, etc., de se faire plaisir. Et puis, dernier élément, de ressentir des problématiques. Je vois par exemple Frédéric Sintès, quand il a fait des Murges, limite il s'en foutait de l'univers de Full Metal Alchemist. Ce qu'il voulait, c'était explorer cette relation de l'équivalence dans l'alchimie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour obtenir du pouvoir. Et toi, par exemple, quand tu parlais de Airbender, de Atlas, ouais, de Atlas, donc c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ton système est là plutôt pour révéler des problématiques présentes dans la série. Les problématiques, un peu les sentiments aussi. Mon but, c'est absolument pas de prolonger la série, puisque je décris pas l'univers pour permettre de jouer dans des univers qui ne sont pas ceux d'Atlas, d'Avatar, le dernier maître de l'air. D'accord. Ça peut marcher pour à peu près la moitié des systèmes, enfin la moitié des univers. C'est excellent. Asiatisants, enfin. Tu penses que ton système est finalement presque universel d'un certain type de manga? Enfin, d'un certain type de dessin animé, d'adaptation de manga. Excuse-moi Thomas. C'était des puristes de jeu. Merci. Le plus gros problème que ça va poser, en fait, c'est qu'il n'y a que 4 éléments dedans. Alors que ce soit en Chine ou au Japon, il y en a 5. Il y en a 5. Ouais. Même dans ma conception à moi, il y en a 5, de toute façon. Donc bon, c'est pas un gros problème finalement. Parce que après ça. Non, mais s'il y a des gens qui veulent vraiment être cohérents jusqu'au bout et utiliser la foudre, le bois ou le métal selon quel pays ils préfèrent, c'est largement faisable, puisque de toute façon, dans la série Le Dernier Maître de l'Air, ils utilisent aussi le métal, ils utilisent pas le bois, mais ils utilisent la foudre. Et c'est pas encore écrit dans les règles, mais il est prévu que les joueurs puissent les utiliser aussi. Peut-être que ça va être redondant avec la première question, j'ai envie de te reposer une question, c'est pourquoi avoir choisi de faire une adaptation d'Avatar précisément? Qu'est-ce que tu avais envie? C'était une réponse au jeu de mon ami. C'était vraiment juste pour lui montrer, regarde, le système est important, Oui. C'était pour montrer ta quéquette en fait. Non, c'était pour lui montrer. Pauvre David. C'était pour lui montrer qu'on peut jouer différemment du jeu de rôle classique. D'accord. À la base. Donc c'est ça. C'était pas vraiment parce que tu avais envie de faire un jeu de rôle Avatar. C'était vraiment pour lui montrer qu'on pouvait faire quelque chose de plus proche d'Avatar en influençant sur le système. Mais si j'avais dû choisir un manga adapté... Ah, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et pourquoi? Je pense que j'aurais plutôt tapé dans le seinen, en fait. Donc les mangas pour adultes, pour jeunes hommes adultes, en fait. Jeunes hommes adultes, d'accord. Donc pour nous. Voilà, parce que c'est plus réaliste et que la quête initiatique, ça va 5 minutes. Quoi. D'accord. Donc quel genre par exemple? Est-ce que tu peux citer un exemple? Battle Royale typiquement, même si c'est pas le jeu que j'aurais fait parce que c'est que de la baston. Battle Royale pour moi c'est un truc d'ado. Excuse-moi. Au niveau du dessin, pour moi c'est adolescent. Au niveau du dessin, c'est un peu plus. C'est totalement immature. Ça reste quand même du ado si tu veux. C'est plutôt, c'est comme je disais, c'est jeune homme, c'est entre 18 et 20 ans quoi. Ouais, c'est 18-25 globalement. Mais sinon, il y aurait, je sais pas, Ikigami, donc qui est un. C'est quoi? Bon, en l'occurrence, faire un jeu de rôle là-dessus, ce serait un peu dommage parce que le héros livre juste des préavis de mort à des gens qui vont mourir. Mais le truc, c'est qu'ils vont mourir à cause du gouvernement. C'est le gouvernement quand les jeunes japonais entrent en CP, quand ils ont 6 ans, on leur inocule un virus, une capsule en fait qui va éclater à un moment donné. D'accord. Il y a une capsule sur 1000 qui va éclater. Programmée quoi. Voilà. L'essence programmée des êtres humains. Exactement. Et donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et un manga qui est très bien. Mais bon, en faire un jeu de rôle, je le ferai pas. Mais c'est plus le genre de manga qui m'intéresse maintenant. Et là, du coup, si tu devais adapter ce genre de dessin animé en jeu de rôle, pourquoi est-ce que tu le ferais? Parce que c'est mon genre préféré. Mais de dessins animés, mais pas de jeu de rôle. C'est ça le truc, c'est que je cherche à faire la connexion entre les deux. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre en fait? Pourquoi est-ce que d'un coup, on passe d'un dessin animé à avoir envie de jouer au jeu de rôle dans cet univers-là? Pour partager le ressenti qu'on peut avoir devant la série. Donc cette idée de partager quoi? L'univers dans le cadre du seinen, c'est plutôt les réflexions parce que la plupart des seinen encore. Voilà, la plupart des seinen se passent dans le monde dans un monde contemporain, dans le nôtre en fait, avec quelques différences. C'est réfléchir sur le monde qui nous entoure finalement, par le biais d'un monde fictif. Voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que je les sens. Après, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a toujours des exceptions, parce que on peut regarder comment il s'appelle, Berserk.
qui est quand même un seinen, de par sa violence, sa crudité. C'est trop violent pour moi, enfin, trop violent pour que j'apprécie, parce que j'aime pas les conflits armés. D'accord. Mais ça s'adapterait. Je sais cependant, ne l'ayant pas lu, quelles sont les problématiques. Ah ben voilà, j'ai trouvé un seinen qui m'intéresse. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc le titre comme ça fait un peu gnangnan. En fait, c'est une petite fille qui a le don de calculer les probabilités avec 90% d'erreur, de marge d'erreur. Enfin... Non, de marge de réussite. D'accord. Oui, pardon, excuse-moi, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc elle se plante quasiment pas. Voilà. Une fois sur 10. Qui est la cible de plein d'entreprises qui veulent l'utiliser à des fins commerciales. Qui grâce à ce don de préscience, rencontre un homme qui est aveugle, mais qui se trouve être un maître du kenjutsu, en fait, de la voie du sabre japonaise. D'accord. Et ils vont devoir lutter contre les gens qui poursuivent la petite fille et contre le passé de l'homme. D'accord. Et ça, est-ce que tu penses que c'est facilement adaptable en jeu de rôle, par exemple ? Ça a l'air difficile parce que c'est 2 personnages. Comment est-ce que tu fais pour... Il y a toutes les interactions avec l'extérieur aussi qui sont importantes. Et puis c'est quelque chose qui bouge beaucoup, qui est assez dynamique au final. Et les problématiques, là pour le coup, c'est moins les problématiques qui m'intéressent parce que pour l'instant, je les ai pas trop saisies. Mais pour l'instant, je vois surtout les liens entre les personnages. Voilà, c'est un manga qui m'a vraiment ému. D'accord, ok. Donc c'est encore là, tu vois, c'est marrant et on retrouve toujours les 4 thèmes. C'est l'émotion. Là, on n'a pas vu l'univers, mais on sent l'émotion. L'univers, on vit dedans de toute façon. Donc, oui, d'accord. Il est un peu futuriste. Oui, d'accord. Ok. Thomas, même question. Pourquoi Mao Shoujo ? Pourquoi est-ce que tu... Pourquoi Mao Shoujo ? Eh ben, tu vas me dire, c'est ma culture. Non, c'est pas de ma culture, c'est que je suis fan de style. Moi, j'adore ça. Ouais. Ça me fait super triper. Moi, je me suis retrouvé. Pourquoi j'ai fait ce jeu-là ? C'est que un jour, pour du One Shot, j'ai dit tiens, on va faire du lycée RPG parce qu'il y a un supplément Magical Girl. Ouais. Et j'y joue et puis ça me convient pas. Ça me convient pas. Je trouve que le sentiment que je vis dans les genres d'épisodes, je les ai pas retrouvés. D'accord. Et donc je me suis dit je vais essayer de faire un autre jeu. Maintenant pourquoi ce style ? Je me dis merde, moi j'adore cet univers, il y a personne qui l'a déjà fait, mais tiens je vais le faire. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve finalement une motivation qui est assez proche de celle d'Aloïs quand il disait qu'il avait envie de montrer à son pote que par un système on pouvait c'est lycée RPG, pourquoi est-ce que ça t'a pas convenu ? Ça, parce que pour Aloïs c'était plus le trip de la lanterne si tu veux. C'est-à-dire que je suis là, regarde, je vais t'éclairer une ruelle que t'avais jamais vue et qui est très bien. Moi, c'est pas le style. C'est que moi, j'ai acheté un paquet de chips. J'ai ouvert, j'ai mangé les chips et j'ai fait elles sont pas terribles ces chips. Je suis sûr que je peux faire mieux. D'accord. Et j'ai dit tiens, je vais faire mieux. Mais quand je dis mieux, je dis pas que lycée attention, je dis pas que lycée RPG c'est pas bien. Je dis juste que ça convenait pas à ce que je voulais. D'accord. Bah oui, parce que tu utilises pas la magie dans lycée RPG, si ? Si, il y a un supplément Magical Girl. En fait, on sent que lycée RPG c'est un peu autodérisoire, c'est-à-dire que ça se prend pas au sérieux, il y a un... Moi, je suis pas d'accord. Moi, de la manière dont on m'a présenté le jeu, c'est Arwan qui m'avait présenté le jeu la première fois. Parce que c'était vraiment, on sentait que c'était autodérisoire, c'est-à-dire que le but c'était de s'amuser. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de releases qui ont fait ça parce que Mao Shoujo c'est plus sérieux. Parce que l'univers quelque part les intéresse pas. Ils se disent tiens, on va jouer des lycéennes, on va se friter, on va se crêper le chignon. Ouais. Alors on va montrer nos culottes. Et on va montrer nos culottes éventuellement. Maintenant. Je pense que les gens, quand ils ont fait ce jeu-là, moi je les connais pas personnellement, je pense qu'ils ont dit non, nous on aime ce style d'univers, on va essayer de faire un jeu qui tourne autour. Voilà, c'était surtout ça. Hein. Et faut savoir que c'est un jeu qui a été donc d'après le site, donc ce que j'ai pu lire, c'est un jeu où il y a eu des nouvelles, des révisions parce qu'il y a commencé à avoir des fans, des mecs ont créé des scénarios, des campagnes, et donc c'est comme quoi il y a bien un intérêt quelque part. Ouais, non, bien sûr. Mais enfin, j'arrive pas à bien formuler ma question. Mais moi, en tout cas, en fait, je relisais le thème du podcast, que c'est toi qui l'a amené à Loïs, ce thème, avec aussi ton projet. Mais le jeu de rôle est-il un bon médium pour adapter le dessin animé ? Moi, en fait, j'aurais tendance à retourner la question. C'est-à-dire, en quoi est-ce que le dessin animé, ça nous pousse ça nous amène tôt ou tard à faire du jeu de rôle ? Moi, là-dessus, j'ai plein de choses à dire. C'est-à-dire que moi, si j'ai fait mon premier jeu de rôle, c'est du dessin animé, c'est parce que je trouve que le dessin animé de base contient des choses qui sont très proches du jeu de rôle.
Je m'explique. Première chose, cette histoire d'identification dont je parlais au début du podcast. Je trouve que le dessin animé, ça amène le téléspectateur à s'identifier. Donc, du coup, on est déjà dans un processus de jouer un rôle, de s'imaginer être à la place. Moi, je côtoie des gamins qui se disent souvent « Ah, moi, je suis machin ». Par exemple, là, en ce moment, j'ai le neveu de Flavie qui vient de regarder Flash McQueen, là, c'est comment déjà Cars. Et il dit « Moi, je suis Flash McQueen ». Il arrive et il dit ça. Alors que pourtant... je lui ai même pas parlé du truc, tu vois ce que je veux dire. Il a l'impression d'être Flash McQueen. Donc tu vois, il y a ce processus d'identification qui fonctionne à balle. Et là déjà, on a un pied dans le jeu de rôle. Premier point. Thomas, tu voulais dire quelque chose? Je sais pas si tu as la main levée. Non, mais j'ai la main levée, je veux dire. Mais tu vois, tu dis que effectivement, il y a l'identification dans le dessin animé. Ouais. Tu l'as dans la BD. Tu l'as dans les films. Non, mais c'est ça. C'est vrai. Mais je trouve que dans le dessin animé, c'est plus fort, tu vois, que dans un film. Dans un film, on peut t'amener à te montrer l'histoire d'une famille. Alors que là, c'est vraiment les personnages. Alors, toujours pareil, donc là, on va prendre la différence entre le seinen. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Non, mais même, sans parler de ça, parce que là, on nous parle de héros. Donc, il faut qu'il y ait forcément une identification. Superman, Spider-Man, au départ, c'est des pauvres merdes. Ah, justement, j'en viens à un autre point. Et un deuxième point, c'est que tu prends Spider-Man, tu prends Superman, tu prends Batman, etc. C'est des héros solitaires. Or, dans le jeu de rôle, on est plusieurs. Et ça, dans le manga, mais... Citez-moi un manga où le héros est véritablement solitaire. Kribi. Oui, mais c'est dans les mangas anciens, j'entends, ceux de notre génération. Il n'y en a pas beaucoup. Dans ceux de notre génération ? Ouais, il n'y en a pas Albator. beaucoup. Oui, mais Albator et même le Capitaine Flamme, ils ont des acolytes. Oui. Ils sont cités dans le générique. Ils sont pas tout seuls. Et tu vois, en fait, le truc, c'est ça, c'est que Albator, dans Saint Seiya, il y a des armures, il y a 5 chevaliers de bronze, ils ont tous un esprit différent, etc. Dans Dragon Ball, il y a des persos différents, il y a Vegeta, il y a machin. En gros, c'est toujours une team de PJ. Il y a Astro Boy. Je connais pas, désolé. Astro Boy qui est tout seul. Exact, Astro Boy. Un point pour toi. Blackjack. Mais Blackjack, exact, c'est vrai. Non, il a son copain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les adaptations qu'on trouve de jeux de rôle, généralement, c'est des jeux de rôle dans lesquels il y a une team de PJ, en fait, qu'on suit dans une histoire. C'est vrai ou enfin je sais pas, j'ai l'impression dans la plupart des mangas, puisque la plupart des mangas qu'on voit sont des shonen, c'est pour les jeunes, c'est pour leur apprendre les valeurs de l'amitié par exemple. C'est ça. Et bah oui, mais justement le jeu de rôle, ça a une vertu éducative et sociale. Et justement, moi je trouve que le dessin animé à ce niveau-là, vu que c'est quelque chose qui a pour but à l'origine, je dis bien encore, mais aujourd'hui le dessin animé a beaucoup évolué, c'est beaucoup adultisé, c'est devenu un art à part entière, etc. Mais à notre époque, ça restait quand même quelque chose, un élément de socialisation. On attendait que le gamin il regarde ça, etc. Et de ce côté-là, je trouve que c'est pour ça que ça se... Thomas, je te vois faire des yeux. Tu crois vraiment qu'on a fait des dessins animés pour sociabiliser les jeunes ? Moi, je crois qu'au Japon, notamment, il y a des valeurs qui sont transmises par les dessins animés. Oui, pour socialiser les jeunes. Oui, je dis oui, et encore oui. Tu prends Saint Seiya, par exemple, l'idée du sacrifice, les thématiques qui sont abordées par les différents personnages. Pour moi, c'est évident qu'on est en train d'éduquer des gamins. Évident. Mais bon, après... ils sont tous différents, donc t'es pas forcément obligé de t'identifier à Seiya, déjà. Oui, mais tu vois, ils sont unis, même s'ils sont différents. Mais d'un côté... Ils sont différents, mais en plus, ils représentent tous un certain aspect des personnalités. Shiryu, c'est le mec, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est le mec qui te raconte toujours une légende chinoise, qui parle de machin. Yoga, c'est le sentiment, l'émotion, justement, le mec qui a perdu ses... Mais je suis digne. Qui tire sa force. Seiya, c'est plutôt le gars qui est tenu par la passion et par l'amour pour Saori. Shun, c'est le faux faible, si j'ose dire. Celui qui courbe l'épaule, qui courbe le dos exprès parce qu'il a peur de faire mal, de faire souffrir. Iki, au contraire, c'est le frère repentir. T'as toutes les thématiques qui défilent. Thomas. Dans la littérature, c'est la même chose. Dans la littérature, c'est la même chose. Oui, non, mais ce que je veux dire, tu prends le dessin animé. Exacerbé. Quand on faisait la littérature, franchement, dessin animé, t'as de la morale. J'essaye de me défendre sur cette idée, mais non, ça tient pas debout, quoi. Et en fait, quand tu fais une transmission d'histoire, c'est plus archétypal. Or, le jeu de rôle, ça fonctionne quand même par des archétypes. Alors archétypal parce que tu as pris l'habitude d'avoir ces codes. Ou archétypique. Non mais parce que t'as pris l'habitude d'avoir ces codes. Mais on prend l'exemple du style qui est le shonen manga qui est fait pour justement c'est un archétype ça, le shonen manga typiquement. C'est archétypal, il y a avec des codes. Le nouvel ennemi qui revient à chaque fois. Il y a des codes. Le level up typique du jeu de rôle. Le level up, le fait de faire des pecs de plus en plus forts, qui est typique du shonen. Et les autres sont toujours de plus en plus forts aussi. Jeu de rôle, tu vois, il y a une proximité de base, quoi, je trouve. Non, c'est pas. Ouais, je sais pas. Moi, je veux plutôt. On fait un style qui fonctionne, donc on continue de l'améliorer.
Je vois pas. Bon, en fait, simplement dans ta question, c'est vraiment en quoi l'animé est peut-être plus favorable à être je pense que l'animé mène au jeu de rôle. Je pense que le dessin animé tel qu'on l'a vu et si on, je suis sûr que ça mène au jeu de rôle. Stargate, c'est pas un dessin animé. D'accord ? Mais c'est une série qui mène au jeu de rôle, j'en suis convaincu. Parce qu'elle a tous les ingrédients du rôliste, cette série. Si tu regardes, c'est une team de PJ, ils ont tous leurs compétences. Ils sont 5. Font des missions ensemble. 4. Ils sont exactement, ils sont le nombre propice à une table de jeu de rôle, idéal pour une table de jeu de rôle. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, on sent, il y a quelque chose, non ? Tu trouves pas, Tom ? Mais, je dirais qu'un rôliste regarde cette série et oui, il voit du jeu de rôle, quoi. Ouais, non, mais tu peux voir du jeu de rôle partout finalement. Il y en a qui se demandent si la vie n'est pas un grand jeu de rôle. Oui, ça, il y en a qui se demandent ça. Alors, moi, il y a un autre truc qui m'incite à passer du dessin animé au jeu de rôle, c'est aussi les musiques. Nous, on avait tendance, Tom, tu peux en attester, à jouer en musique. Et mine de rien, c'est super pratique d'avoir les musiques d'une série pour illustrer et pour porter l'imaginaire. Respect du canon. C'est le respect du canon. Voilà, moi, c'est toujours ce qui m'a intéressé. Donc, voilà, moi, pour le coup, je représente vraiment cet aspect-là. Et même avec Sens, mon projet perso, c'est ça aussi. C'est le respect du canon aussi. Donc, un canon que tu crées aussi. Alors que l'adaptation, finalement, c'est un canon qui n'est pas le tien. Moi, je reste à dire quand même que l'animé fonctionne bien en tant que transmission vers le jeu de rôle. Enfin, même pas transmission, je veux dire que le jeu de rôle peut s'inspirer de l'animé assez facilement. Pourquoi ? Parce que notre génération est bercée dans l'animation. Parce que surtout ma génération, enfin nous deux, c'est le Club Dorothée. Ouais, moi aussi. Ah, toi aussi. Donc voilà. Donc Club Dorothée. Donc on a regardé tous nos dessins animés. On a connu Dragon Ball. On a connu Saint Seiya. On a connu Nicky Larson. Donc tu vois, on baigne dans cette culture-là. Ouais. Donc c'est sûr que voilà, Cat Size dire on va forcément on va transmettre. Mais oui, c'est une team de PJ. Enfin, City Hunter, il est plus souvent tout seul qu'avec sa copine. Quand t'es un auteur, c'est difficile de faire une histoire avec un seul héros qu'avec plusieurs. Parce que tu peux plus facilement. On prend une série d'animés. Tu fais une série d'animés en 26 épisodes. Tu peux mettre qu'un seul héros, il y a aucun problème. Mais je trouve. Ouais, vas-y Tom, je te laisse développer. Je te laisse désolé. Tu fais une série en 3 saisons. Avec un seul héros, ça devient dur. Parce qu'en fait, en quasiment une saison, tu as peut-être exploité énormément de choses. Alors que si tu donnes des personnalités différentes, tu peux exploiter beaucoup plus de choses. Ouais, mais regarde. D'un point de vue story, ça marche très bien. Alors, Romaric citait les super-héros solitaires. Oui, et je vais y revenir. Superman, il y a Lois. Batman, tu peux avoir Alfred et son ensemble. Ils ne jouent pas ensemble. Il y a Robin pour Batman. Je suis désolé, mais oui, il y a Robin pour Batman. Wouhou, super. Et c'est ça la différence, c'est que dans Saint Seiya ou dans les mangas, ils jouent ensemble. Ils jouent pour les autres. Non. Tu prends Superman. Bon, je suis pas suffisamment expert pour donner l'aspect, mais au moins pour Batman. Non, mais même sans parler des acolytes, ce qu'ils font ces personnages vivants, c'est les super méchants qui sont en face. Superman sans Lex Luthor, il vaut rien. Batman sans Joker, il vaut rien, quoi. C'est juste un pauvre mec avec un costume de chauve-souris et il y a un moule bite, quoi. Ouais. Et un masque. Un masque. Moi, je note quand même quelque chose, c'est que aujourd'hui, si tu regardes les séries qui cartonnent, alors si tu voulais. Non, vas-y Philippe, parce que c'est juste pour une bêtise. Si tu regardes les séries qui cartonnent, je trouve que ce sont des séries qui sont. Mais c'est mon avis personnel. Hein. Je vais lancer un marronnier là. Je trouve que ce sont des séries qui sont très égoïstes et individualistes. Je trouve que les séries qui cartonnent, c'est quoi ? C'est Dexter, c'est un mec, c'est moi je. C'est centré sur un personnage. C'est Dr House, tu regardes des trucs comme ça, mais c'est moi je. Oui, c'est un connard égocentrique. Tu vois, les super-héros, mais les super-héros, ils ont jamais été autant à la mode qu'aujourd'hui. Au cinéma, on n'arrête pas de tous les super-héros, ils ressortent là, tous. Mais c'est moi je. C'est un personnage, moi je. Il n'y a plus la team des PJ, quoi. C'est vachement rare finalement. Là, on a eu Watchmen récemment où il y a une team de PJ, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Enfin, je sais pas, il y a un côté. Et pour ça, les dessins animés qu'on regardait quand on était gamin, je trouve qu'ils nous amènent aussi au jeu de rôle parce qu'il y a un côté social. Il y a un côté, on est ensemble pour réussir quelque chose. C'est une team de PJ qui réussit. Et d'ailleurs, il y a l'importance du si je t'aide pas, tu crèves. Dans Dragon Ball, c'est évident. S'il n'a pas ses potes pour l'aider à la fin, il gagne pas le héros. Tu vois ce que je veux dire, et Naruto, on retrouve ça avec du Naruto, etc. Voilà, mais ça reste des valeurs très japonaises. Hein. Ouais, mais justement, j'aimerais bien savoir le statut du jeu de rôle au Japon. On y reviendra après. Aloïs. Donc 2 choses. D'abord, une bêtise, c'est que les super-héros, faut quand même reconnaître qu'ils sont hyper doués en camouflage parce que juste en enlevant ses lunettes, Superman, il arrive à pas se faire reconnaître.
Oui, ça c'est la base. L'autre, c'est que tu dis que les comics ils sont très individuels, mais oui, les Américains, c'est des capitalistes. Ils prônent l'individu, enfin la possibilité de l'individu à s'enrichir, à devenir connu, blablabla, seul. Alors que le japonais, il va s'opposer à cette influence américaine qui est là depuis 60 ans, 70 ans. Thomas a l'air de pas être content. C'est pas la même culture. Le capitalisme japonais, il est balèze quand même. Oui, non, mais là je suis complètement d'accord. Mais culturellement parlant, les Américains ont essayé d'écraser l'influence du Bushido chez les Japonais. Les Japonais, ce podcast se transforme en guerre des civilisations, c'est énorme. Les Japonais, enfin dans la culture japonaise, le Bushido est toujours hyper présent et c'est pour ça que les séries qui ont le plus de succès finalement montrent des vertus combattantes. Bon, moi c'est vraiment des préjugés et tout ce que tu veux. Thomas, bon, t'as pas l'air d'être d'accord. Moi, je trouve que même économiquement, les Japonais sont quand même très protectionnistes. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais gamin au lycée. C'est que c'était quand même c'est quand même une économie qui est protectionniste, autocentré, etc. Enfin, si tu veux être un bon japonais, qu'il faut vivre ta nation, si tu gagnes de l'argent, tu le dépenses. Et puis, le noyau familial, par exemple, au Japon, est beaucoup plus soudé qu'en France, par exemple. Ils vivent ensemble super longtemps. Oui, t'es une gonzesse, t'as un boulot, puis le jour où t'as un gamin, tu restes chez toi et tu t'occupes des sous, quoi. Non, tu fermes ta gueule, surtout. Ouais, bon, mais c'est encore, on est peut-être aussi là dans les préjugés, etc. Je sais pas. Enfin. Non, mais c'est une vision, différente. La gentille femme qui reste au foyer au Japon. Elle aime ses enfants. Voilà. Bon, si on veut vraiment, là on parle du Japon au niveau de l'animation. C'est vrai qu'au niveau des histoires, ils ont tendance à mettre beaucoup de valeur. Il faut savoir que au Japon, un jour ils ont découvert qu'ils avaient une culture qui était le manga. Et ils se sont dit, mais voilà, c'est une culture qu'on a nous au Japon, qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop ailleurs. Et ben on va l'exploiter à mort. Et une fois qu'ils ont vu que le manga marchait bien, ils ont dit on va faire de l'animation et ainsi de suite. Et c'est devenu une forte valeur économique. Mais d'accord. Bon. Mais c'est clair qu'ils ont leur propre style qui est de transmettre des valeurs. Le côté choc des civilisations dans ce podcast, je pense qu'il est un peu hors sujet. Je vous rappelle, c'est le jeu de rôle et c'est un bon médium pour le dessin animé. Moi, ce que je dis, en tout cas, c'est que je trouve que ces dernières années, les séries qui cartonnent sont des séries qui sont quand même centrées autour d'un individu. Mais même Death Note, par exemple, qui est un manga aussi, ça reste quand même centré autour d'un duel entre deux individus. Mais tu vois, il n'y a pas le côté team, quoi. La team des PJ, elle a disparu. Enfin, aujourd'hui, c'est Bioman, c'est has-been aujourd'hui. Pourtant, tu pourrais très bien faire un JDR autour de Death Note. Hein. Un JDR Death Note ? Je sais pas si c'est super intéressant. Honnêtement, il y a une possibilité parce qu'il y a un univers super intéressant à développer autour des Shinigami. Imagine une team de PJ qui a un Death Note. Et tu fais un système autour des valeurs. Tu dis, ouais, les gars, c'est bien, vous pouvez buter n'importe qui. Il n'y a pas de problème, mais t'as des répercussions. C'est les faire jouer sur l'éthique, quoi. Non, mais je veux dire, tu peux très bien jouer, tu vois, en ayant cet aspect Death Note. Je pense que ça doit être très difficile à faire, mais tu peux le faire. Par contre, c'est clair, tu respectes pas le code de la série. Tu regardes juste l'univers, tu dis, bah voilà, il y a des Shinigami, dire limite, tu fais un autre jeu, quoi. Ouais, non, c'est. Je pense que tu avais quelque chose à rajouter, Louis ? Non, excuse-moi, je croyais que tu avais. Il y a autre chose qui m'incite qui me fait dire que le dessin animé japonais, on reste vraiment là c'est marrant, on reste quand même sur le dessin animé japonais pas mal. On n'a pas encore parlé. C'est vrai quoi, le Disney. On a quand même parlé d'Avatar, le dernier maître d'air, un dessin animé américain. Excuse-moi. Mais je connais Merci pas. de me défendre. Encore une fois, je connais pas Avatar. Je suis désolé. Mais si je préfère les mangas aux trucs américains. Il y a quelque chose qui est évident aussi, moi je trouve, dans le dessin animé japonais, c'est que les personnages ont tendance à être très très bavards en combat. C'est-à-dire qu'on sent que le combat, c'est à la fois quelque chose de physique. Il y a un combat physique, on est en train de se foutre sur la gueule, mais on sent aussi qu'il y a un combat psychologique ou un combat verbal qui a lieu. Et là, moi, ça me rappelle franchement le jeu de rôle. Parce que, tu vois, tu te retrouves dans le jeu de rôle, qu'est-ce qui se passe ? Le combat, généralement, c'est un temps à part. C'est un temps où le temps se ralentit. Il y a un côté... Et justement, on voit que dans le manga, vu que c'est très guerrier, c'est pareil.
le temps du combat dans un manga, c'est dans les mangas encore une fois de notre génération, je sais pas ce que ça en est aujourd'hui, je connais moins maintenant, mais j'ai l'impression quand même que le temps se dilate, devient plus large et laisse plus de temps à des actions dans le combat. Tu vois, il y a ce côté-là aussi. Alors, dans le jeu de rôle et dans le manga, on a un rapport là. Enfin, dans le dessin animé japonais. Là, je donnerais un rapport qui peut être une explication. C'est que prend l'animé, on a 20 minutes à faire. On prend l'exemple d'Olive et Tom, les mecs qui courent pendant 5 km sur leur terrain. Ouais. T'as 20 minutes d'épisode, il faut qu'il se passe des choses, tu vas pas juste faire un match de foot. Parce que t'as quand même des personnages à faire vivre des aventures. Donc déjà, d'une part, pendant le match de foot, tu as la réflexion personnelle du personnage, les discussions entre les joueurs, ça c'est une première raison qui fait que oui, ce temps s'élonge. Ensuite, tu es en train de dire oui, c'est vrai que les grands méchants, quand ils sont face aux héros, ils parlent beaucoup pendant le combat. Ouais, carrément. Pour une raison qui est, moi je pense, assez simple, c'est que tu vois le grand méchant quand il se met beaucoup à parler. Au début, c'est quand tu le vois qu'il parle, c'est pour me rendre charismatique. Je suis puissant, j'ai un grand projet. Carrément. Et une fois qu'il arrive au dernier combat où il parle énormément sur ce qu'il veut vraiment faire, machin, sur ses valeurs, il dit attends, je viens de te mettre un héros qui a duré 10 tomes, maintenant il va mourir. On va plus jamais le revoir. Faut quand même que je lui donne une fin classe. Donc je veux que j'explique les raisons, éventuellement qui va permettre de découler sur la saison suivante. Donc c'est des raisons de narration. Oui, mais justement. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle, je trouve qu'on retrouve typiquement ce genre de... Le fait qu'on raconte son histoire. Tu vois, c'est un truc tout con, mais dans Saint Seiya, par exemple, dans les Chevaliers du Zodiac, les méchants racontent leur histoire au fur et à mesure du combat. Comme si, en fait, l'historique du personnage jouait. Et ça, c'est très jeu de rôle aussi. Tu vois, l'idée de raconter... Et tu prends, par exemple... Je sais pas, moi j'ai fait du ADD, j'ai pas fait du ADD, mais j'ai fait du Rollmaster. Oui. Où au départ, moi je l'ai surtout avec des gens qui n'étaient pas forcément très histoire de leur personnage, et ça fonctionnait très bien, et c'était du jeu de rôle. Hein. Oui, non, mais oui, tout à fait. Mais ce que je veux, alors moi, encore une fois, je prends la question du podcast à l'envers, c'est-à-dire je me demande pourquoi est-ce que le dessin animé si facilement on a tendance à l'adapter en jeu de rôle. Qu'est-ce qui fait que, moi je trouve que ça, on ne cite plus le nombre de personnes qui, parce qu'ils aiment un dessin animé, japonais ou autre, décident de l'adapter en jeu de rôle. Je reviens toujours au même truc, c'est vraiment une question de culture, parce que je dis ça marche très bien aussi avec la BD ou la littérature. Moi, je pense que ça marche pas si bien avec, même avec Star Wars, même si Star Wars justement, c'est l'exemple typique où c'est une team de PJ quoi. Tu vois, c'est... Club des 5. Un des jeux de rôle qui marche le mieux et qui est tiré d'une licence, ça reste quand même Cthulhu. Et Cthulhu, il n'y a pas de héros. Enfin, il y a un héros souvent qui est solitaire. Oui, dans la série. Dans les livres, dans les romans, les nouvelles, c'est souvent un mec tout seul. Ouais. Et pourtant, on joue une team de PJ. Pour moi, Cthulhu, c'est Scooby-Doo. Alors, je suis désolé pour les auditeurs, mais pour moi, il y a une team de PJ dans Scooby-Doo, donc il y a du... Enfin, mais non, bien sûr que non. Quand tu vas voir Nyarlathotep, enlève ton mage, je sais que tu es le majordome. Il me mange, merde. Mince. Et ça aurait pu marcher si seulement ces enfoirés de cultistes n'avaient pas révélé mon identité. Mais non, mais... Franchement, pour mon Cthulhu, non, pour moi, c'est pas du Scooby-Doo quand même. Je le rapproche plus des œuvres d'Agatha Christie, etc. Et c'est vrai que tout à l'heure, en préparation du podcast, on disait Hercule Poirot. Je te vois regarder l'heure, Aloïs, mais on est plus sur Play maintenant. C'est fini les 40 minutes. Je regarde pas l'heure. Tu t'emmerdes, c'est ça? Non, on m'a envoyé un message. Ah, d'accord, ok. Donc, tu pensais Hercule Poirot, on peut pas l'adapter en jeu de rôle, mais en fait, quand on y réfléchit bien, quand tu regardes la série Hercule Poirot avec David Suchet, tu vois que en fait souvent il est avec des PJ. Il y a l'inspecteur Jab, il y a mais tu prends l'inspecteur Jab, tu prends Hastings. Voilà. Qui veut jouer Hastings? Le mec est juste là pour faire le guignol. Désolé, mais dans un Cthulhu, ça fonctionne parfaitement ce genre de personnage. C'est typiquement je sais pas. Moi, je trouve ça difficile. Moi, je trouve que c'est Hercule Poirot, c'est très difficile à faire en jeu de rôle, surtout en team. C'est parce que le héros, c'est Hercule Poirot. C'est lui qui a toutes les compétences d'investigation, de réflexion, qui découvre toutes les pistes. Jab, il est là pourquoi? Il est là juste pour le sortir d'un signe. C'est bon, je vous arrête. Ouais. Hastings, il a pourquoi? C'est pour faire le guignol et de temps en temps dire ah oui, c'est la comtesse machin, vous ne savez pas. En fait, Hastings, il a un peu le rôle de Sganarelle dans Don Juan, si je veux dire. C'est celui qui va faire en sorte que le personnage principal va révéler à haute voix aux téléspectateurs ou aux spectateurs ses pensées et du coup, on va découvrir l'enquête. Loïs. Non, j'avais rien de Non, d'accord, je croyais que tu voulais ajouter quelque chose. Donc, c'est ça, en fait, le rôle de ces personnages-là. C'est moins une team de PJ qu'autre chose. Mais, enfin, moi, je pense que vraiment le dessin animé a
a quelque chose en commun avec le jeu de rôle? C'est que c'est vivant. C'est-à-dire? Et le dessin animé, typiquement, on va le regarder pour avoir quelque chose, enfin, pour sortir de son quotidien déjà. Ouais. Bon, l'identification au personnage, oui, bon. Il y a un côté divertissement, tu penses? Dans le jeu de rôle, c'est un jeu, et puis le dessin animé, on le regarde pour s'occuper quand même. Et le fait que, c'est l'action. La grosse différence, c'est que dans le jeu de rôle, c'est le joueur qui va agir, alors que dans la série, il va se contenter de subir ce qui se passe à l'écran. Il a envie lui aussi de devenir un héros finalement. Moi, je pense quand même que les trucs que j'ai cités sont propres au dessin animé. Et je trouve d'ailleurs que quand tu vois Star Wars, je sais pas. Star Wars, il y a un côté très dessin animé dans. Moi, je veux revenir quand même. Caricatural. On a parlé beaucoup de dessins animés japonais. On parle de dessin animé. On dit que le dessin animé ressemble au jeu de rôle. Il faut savoir que ces dessins animés, pour la plupart, ça vient de BD, de manga. Quoi. Ouais, non, mais on peut trouver d'autres exemples. Par exemple, mais tu vois. Tintin, par exemple, typiquement un jeu de rôle de Tintin, ça se fait bien. Hein. Il y a une team de PJ. Il y a le professeur Tournesol. Il y a le capitaine Haddock. Les Dupont. Il y a les Dupont. Il y a même Milou, pourquoi pas. Je vois par exemple dans le jeu de rôle de Neko sur le magicien d'Oz. Alors je sais pas s'il propose de jouer Toto. Toto est écrit pour le MJ. Pour le MJ, c'est pour le MJ, c'est pour donner des indices. Donc il propose pas de jouer Toto. Je voulais dire ça maintenant. Non, mais dans Scooby-Doo, il y en a un qui te joue. Et dans Scooby-Doo, tu peux jouer Scooby-Doo. Il y a un jeu où on peut jouer des chats. Hein. Ouais, Cats la mascarade. Voilà. De Vincent, mais de Tonic Bar. Mais voilà, ça se fait de jouer des animaux, bien sûr. Mais malgré tout, ces chats sont intelligents, tu vois ce que je veux dire. Alors que Milou, s'il est intelligent aussi. Ouais, il se contente de montrer des pistes. Il parle pas, il aboie. Si, il parle, il a des pensées et tout, il me semble. Oui, il a des pensées pour quand tu lis la BD. Ouais. Dans la série, tu l'entends pas penser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dessin animé les Walt Disney, est-ce que vous connaissez des jeux de rôle adaptés des univers de Walt Disney? Il y a peut-être quelqu'un qui a fait Pirates des Caraïbes avec Pavillon Noir. Ah ouais, mais non. Bah non, ça sert à rien quoi. Moi, j'en connais pas. Puis je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt, entre guillemets. On pourrait imaginer un jeu de rôle Toy Story qui pourrait être très intéressant. Oui, ça pourrait être marrant. Tu joues des jouets. Ça a dû probablement être fait. Ça a peut-être été fait. Moi, j'en connais pas en tout cas. Hein. Ok. Donc c'est marrant, on trouve quand même beaucoup de mangas. Aladdin, on pourrait faire quelque chose. Aladdin, il n'y a pas de team. Il y a Aladdin, il y a le génie. C'est intéressant. Il y a Yago. Il y a le singe. C'est vrai, dans le dessin animé après. Mais justement, le dessin animé, mais bon, c'est chaud quoi. Mais c'est pareil, tout ça, c'est des œuvres adaptées, et tu joues des personnages qui existent déjà. Fabien Ilvain va me tuer. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, regarde Monostatos. C'est Aladdin. Ah non, quand même pas. Ah non, je plaisante bien sûr. Non mais en fait, moi ce qui me gêne dans toutes tes questions, j'ai l'impression que l'animé est un média à part. Alors qu'en fait, je trouve que l'animé c'est pareil que du cinéma, c'est pareil qu'une série. On retrouve les mêmes codes. Souvent, c'est des dérivés de littérature. Enfin, je veux dire, il y a vraiment. Parce qu'il y a c'est pas exclusif en fait l'animé. Il y a eu une évolution du média. On a fait le théâtre, après on est passé au livre, après il y a eu le cinéma, la télé. Non mais je trouve que le dessin animé de notre génération a quelque chose. Je parle pas du dessin animé en général, si tu veux, comme média. Je parle du dessin animé de notre génération, celui qu'on nous montrait à la télé. Et pour moi, ce dessin animé-là, il est bien particulier. Il montre la puissance du collectif, c'est-à-dire jouer collectif, c'est ça qui compte. Il montre l'identification à certaines formes de valeurs. Il montre, en gros, c'est des trucs. En gros, c'est des trucs dans lesquels tu es amené à t'identifier, à défendre des problématiques, à ressentir des émotions, etc. Tu vois Princesse Sarah, où le but c'est carrément de t'apitoyer sur le sort d'une pauvre gamine. Je veux dire, c'est clair. Et tout ça, on le retrouve très très bien dans le jeu de rôle. Et tu vas me dire, le cinéma, ça permet de faire ça, mais aussi autre chose. Alors qu'à l'époque, le dessin animé, ça n'était centré que pour ça. Et je précise à chaque fois que j'en parle, Thomas, que aujourd'hui, je reconnais que le dessin animé a évolué et a changé de domaine d'origine. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, tel qu'on voit le dessin animé, nous, maintenant qu'on est devenus adultes et que les mentalités ont évolué, à ce niveau-là, aujourd'hui, c'est un média comme un autre. Mais c'était pas le cas quand on était gamin. Si.
Vraiment? Tu crois que les Walt Disney, c'était pas du vomi de valeur américaine? Le pauvre qui tombe à Mais il y avait pas que Walt Disney à l'époque, il y avait les Allemands qui faisaient des trucs, il y avait les Japonais qui faisaient des trucs pour les adultes. Les Russes. Voilà. Fritz the Cat. Non, mais bien sûr, on peut toujours trouver des ancêtres, mais c'était pas la masse média, c'était pas le truc qui. C'est pas ce qu'on mettait, parce que chez nous, en France, parce que je prends vraiment l'exemple français, parce que ce que j'ai vécu quand j'étais petit, moi je me souviens que quand j'avais 14 ans, que j'allais voir des gamins, et je dis, moi je regardais des dessins animés, les mecs se foutent de ma gueule, c'est pour les gamins. Oui, voilà, c'est ça. Regarde Fritz the Cat, mec, dis-moi c'est pour les gosses. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Mais Akira et plein d'autres mangas violents. Enfin, violents. Akira, c'est pas spécialement violent. Enfin, ça reste du seinen. Et tout. C'est reste du seinen. Mais je veux dire, il y avait plein d'autres mangas aussi. Il y avait une collection, là, manga vidéo, je sais pas quoi. Tu te souviens, les cassettes bleues, qui défendaient que des trucs. Voilà, c'était que des trucs avec des gros nichons, de la baston, etc. C'était déjà l'étape suivante de dire, regardez, le manga, c'est pas que des valeurs, etc. Machin truc, c'est pas que gnangnan. C'est aussi des trucs, tu vois, un petit peu plus évolués. Et à partir de là, notre mentalité, quand on est passé ado, puis adulte, etc., notre mentalité, même sur le dessin animé, a évolué. Mais je suis désolé, le dessin animé, ça reste quand même, à la base, un média de divertissement. Le masse dessin animé, ça reste du divertissement et de la socialisation. C'est fait pour les gamins. Regarde. Pour les réunir, parce que si imagine un gamin qui a pas regardé une série, il va se retrouver à la masse. Oui, non, mais même sans dire ça, je veux dire. Non, mais ce qui me gêne, c'est que là, dans le discours, c'est dire que le dessin animé, c'est fait pour les enfants. Je suis pas d'accord. Non, mais c'est ce que je te dis. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Non, mais même avant. Mais même avant, c'était marginal. C'était marginal. Enfin, moi, je pense. Non, je pense pas. En fait, c'est le truc, c'est que c'est une forme d'expression, le dessin animé, et ça n'a jamais été marginal. De dire que c'est clair, nous, on a été inondés par du Walt Disney, et qu'est-ce que voulait faire Walt Disney? Il se dit, voilà, moi, je veux faire rêver les enfants et les familles sur des bonnes valeurs. On parle pas de sexe. Walt Disney, c'est toujours la même histoire. C'est le pauvre qui rencontre une riche et en dépit de leurs différences sociales, ils réussissent à s'aimer. C'est l'ascenseur social typique. Histoire. Tu fais Aladdin, c'est ça. La Belle et le Clochard, c'est ça. La Belle et la Bête, c'est un petit peu différent. À l'époque de Walt Cendrillon. À l'époque de Walt Disney, il y avait déjà, si tu veux, des groupes indie, underground, qui décident de dire, on a un super média, on va l'utiliser. Je suis entièrement d'accord. Mais underground, c'est marginal. C'est marginal. Moi je te parle le mass média, le dessin animé tel qu'il était utilisé quand on était gamin, c'était pas ça. À l'époque, tu regardes au Japon, c'était pas le cas. Regarde, non, c'est possible, Thomas, tu disais que ça savait même pour du cul. Directement. Quand tu disais qu'on disait que c'était pour les mômes le dessin animé, bah typiquement les boîtes elles faisaient ça pour les mômes parce que les adultes se disaient la même chose. La majorité des adultes se disaient en France les dessins animés c'est pour les mômes. Aux États-Unis, ce que je veux faire c'est que c'est en France dire oui. Au Japon, il y avait déjà je vais pas dire que c'est partout pareil. Voilà. Non, mais... Maintenant attention, il faut savoir qu'au Japon, à partir d'un certain âge, quand tu dis que tu regardes encore du manga ou de l'animé, t'es quand même mal vu. Mais il est clair, Thomas, qu'on parle de notre expérience à nous, c'est-à-dire que nous, notre expérience de français, franchouillard, de nos campagnes, de province, n'est-ce pas? Donc à ce moment-là, il fallait, je pense, mieux formuler. Est-ce que pour nous, à ce moment-là, est-ce que l'animé a une meilleure Ah d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, l'animé, c'est vraiment très carré. Moi, je vois quand c'est un média, je me bats depuis des années pour dire que c'est génial. Mais soyons clairs, Tom. Depuis l'âge de 14 ans, je me bats pour dire que c'est vachement bien. Non, mais soyons clairs. Le jeu de rôle, le dessin animé, le jeu vidéo, on est d'accord que c'est aujourd'hui des médias comme les autres, mais que pendant très longtemps, les adultes français ont considéré que c'était pour les gamins. Ils le font encore. Et ils le font. Et il y en a encore beaucoup qui le font. La preuve, t'as qu'à voir les normes de sécurité, les PEGI, Pan-European Game Information. Le fait qu'ils interdisent aux chaînes comme No Life, aux blogs comme Gameblog de diffuser à partir d'une certaine heure certaines vidéos, enfin parce que soi-disant c'est interdit aux moins de 18 ans et donc ils n'ont pas le droit de les diffuser, ils ont le droit de les diffuser qu'à partir de 22h ou je sais pas quoi, alors qu'aux 20h on va diffuser des trucs genre Kadhafi qui se fait blaster la gueule à grands coups de pied, etc. C'est absurde parce qu'on considère que le jeu vidéo c'est pour les gamins et donc ils sont alors que les médias, enfin les informations, je m'embrouille un peu, je suis désolé, les informations c'est pour les adultes et donc on peut leur diffuser ces images-là à 20h. Enfin, il y a toute une logique en fait à revoir.
Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, Thomas. Je suis entièrement, mais on est d'accord là-dessus que le jeu de rôle, le jeu vidéo et le dessin animé, ce sont des arts comme les autres, des médias. Je vais pas y arriver comme les autres, mais aujourd'hui, c'est pas la vision que les gens en ont. Et donc, du coup, ce qu'on a eu à souper quand on était gamin à la téloche, c'était du truc moralisateur, etc. Et ça, je dis que ça se colle parfaitement. Moi, j'ai un super truc pour montrer comme quoi. Thomas. Quand on était gamin, on n'avait pas que des trucs moralisateurs. On avait Ken, le survivant. Mais c'est un accident. Tout le monde sait que c'est un accident. Et d'ailleurs, c'était tellement un accident que les doubleurs ont décidé de saccager la série parce que justement, ils trouvaient que c'était pas assez moralisateur. Justement. Tu vois, c'est la preuve, ils ont censuré même le truc. Ils ont aussi censuré Dragon Ball, etc. Oui, ils ont tout censuré parce que voilà, ils achetaient des bobines de films, de dessins. Des packages. Voilà, de japonais à 2 francs 6 sous, mais à l'époque ça coûtait, mais c'était au kilo quoi. Ils les achetaient au kilo. Et donc voilà, après ils regardaient pas quoi. Genre tout le monde connaît cette anecdote de Jeanne et Serge qu'ils ont appelé la série comme ça parce que il y a Jeanne et Serge dans le premier épisode et après Serge il se casse et on n'entend plus tout parler et du coup ils font. Tom. Ouais, voilà, typiquement, Olivier Tom, c'est pareil. Et voilà, c'est sûr qu'il y a eu du n'importe quoi à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que le dessin animé, tel qu'on l'a vécu, nous, en France, je trouve, amené au jeu de rôle ou se prêter facilement à des adaptations en jeu de rôle. Le côté, on va te faire t'identifier un personnage pour te transmettre des idées, te faire t'imaginer dans des univers pour... te moraliser ou pour te faire réfléchir tout simplement, et ben ça colle bien au jeu de rôle. Je trouve, voilà, c'était l'idée que je défendais. Maintenant, mais si on en revient à la question dans le bon sens, c'était le jeu de rôle est-il un bon médium pour adapter du dessin animé ? C'est vrai qu'on aurait pu dire du film. Est-il un bon médium pour adapter du film, du dessin animé, du livre ? Et là, la réponse est, selon vous ? Bah oui. Oui. Bah oui. On le fait tout le temps. Oui. On le fait tout le temps. Bon, maintenant, moi, je préférais quand même qu'on essaye de faire être un peu plus neutre. Non, c'est pas ça, mais qu'on fasse que le jeu de rôle ne soit pas uniquement qu'un moyen d'adapter. Ah, c'est pas qu'un moyen d'adapter. Non, non, mais oui, non. Là, j'en vois un qui lève les yeux. Alors vas-y, Aloïs. C'est pas qu'un moyen d'adapter. Il suffit de regarder les œuvres originales. Ouais, original, bon, voilà. Oui. Non, mais surtout non, mais c'est normal. Voilà. Je dirais que adaptation et inspiration, c'est pas la même chose. Oui, moi la réponse est simple, c'est on va se remettre au début du podcast. Pourquoi on adapte des animés dans le jeu de rôle ? Parce qu'on aime le canon. C'est d'une part parce qu'on aime le canon, on avait dit aussi, c'est parce qu'on veut aller plus loin que ce qu'on nous propose. Donc l'adaptation, c'est pas juste faire une pâle copie pour dire tiens on va faire un jeu de rôle de ça pour revivre on va faire un jeu de rôle du premier film Matrix pour revivre Matrix. Non, Matrix l'univers est bien. Je trouve qu'ils sont pas allés assez loin à tel endroit. Voilà, et on va essayer. Ouais, c'est aller plus loin en fait. C'est aller plus loin. Ça peut être ça, dire que t'as le côté comme on disait, c'est ressentir les émotions exactes que te propose un épisode. Donc moi par exemple pour Mao Shoujo. La deuxième c'est j'aime l'univers donc j'aimerais rien aller plus loin parce qu'ils sont pas allés plus loin parce que le cas de Saint Seiya, je dis moi j'ai vraiment aimé ce truc là et c'est vrai que si j'avais pas joué à ce jeu de rôle là, pour moi Saint Seiya c'est de la merde. Mais tu sais quand tu lis les choses que Kurumada a écrites sur Saint Seiya en dehors de Saint Seiya, il y a des tas de choses à apprendre. The Lost Canvas, Sensei AG. Non, c'est bon quoi. Cite pas ces merdes quoi. Non, j'en sais rien, en plus je les ai pas vus. Apparemment, The Lost Canvas c'est super bien. Oui, il paraît très d'après un méga fan de Senseiya qui traîne pas loin de chez moi. Mais bon, voilà, c'est moi ce que bon, c'est vrai que c'est ça. L'idée c'est d'explorer, d'aller plus loin. Là-dessus, ça se prête bien. Bon, du coup, on adapte le dessin animé, mais c'est pas vraiment une adaptation en fait. C'est on prend l'univers, on prend les ingrédients qui nous plaisent, les problématiques, les émotions, etc. et on les explore encore plus. Tu vois ce que je veux dire ? On a à ce niveau-là, on va plus loin. C'est tout dépend du type de jeu qu'on veut faire. On va plus loin parce qu'on se laisse libre d'explorer ce qu'on veut. Alors que dans la série, ça c'est encore un argument que j'aurais pu rajouter. Une des raisons pour lesquelles le dessin animé et le jeu de rôle s'adaptent bien l'un à l'autre, c'est que c'est une série, il y a des épisodes, comme les scénarios dans le jeu de rôle. Ça suit les personnages. Comme les volumes dans la BD. Ah oui, d'accord, ok, c'est vrai. Non, mais tu vois, les personnages, ils évoluent et tout. Enfin, il y a un côté, là aussi, ça se colle bien au jeu de rôle. Tu vas me dire, comme dans une BD. Mais il y a des BD qui ne font qu'un tome, tu vois. Bien sûr, comme il y a des animés qui font un film. Ouais, tu me diras non, parce que Tintin, c'est un. Ouais. Voilà, tu prends Mon voisin Totoro, ça fait un film. Tintin, c'est juste que c'est des stand-alone qui peuvent se faire référence à l'occasion. Ouais, c'est vrai. C'est comme quand tu fais des one-shots. Ouais, non, mais
Non mais je suis d'accord. Ton idée se défend, Rome, il y a pas de souci. Mais ça se défend de tous les. Ça se défend sur plein de trucs en fait. Animé. Ouais. C'est pas que le dessin animé. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire que l'avantage du dessin animé, et c'est aussi peut-être parce qu'il nous a marqué en tant que rôliste, c'est le fait qu'il y ait une équipe qui vont vivre des aventures ensemble, qui vont évoluer ensemble. Mais l'argument du combat, par exemple. L'argument du combat dans le dessin animé japonais. Tu trouves pas que c'est un argument fort pour dire que... Parce que là, dans le livre, on fait pas non plus des combats comme ça. Moi, la valeur du combat dans le dessin animé japonais, qu'on retrouve souvent, même tout le temps dans le shonen, c'est qu'un garçon, ça se bat, ça défend des valeurs, ça ne pleure pas, c'est prêt à sacrifier un bras pour son homme, pour sa femme. Pour sa femme. Enfin, lis Bronze, tu verras qu'il fait ça pour un homme. En tout cas, Naruto, il fait aussi ça pour un homme. Ah, c'est possible. Je suis pas allé aussi loin. Bah, c'est pour Sasuke, tout simplement. C'est une série dans laquelle leur cul ne sert pas qu'à couler des bronzes. Quoi qu'il en soit, il commence à être tard. Quoi qu'il en soit, j'avais autre chose à rajouter, j'ai complètement oublié. Complètement zappé. Et on me reproche d'avoir une mauvaise mémoire. Ah, ça va. Et surtout que lui, il a des papiers devant lui. Il y a un truc aussi que je trouve dans les dessins animés, c'est que je trouve que souvent les personnages sont explicites sur les actions qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que souvent je vais te taper. Oui, exactement. Comme dirait Marcus. Exactement. Ils ont tendance à dire ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est proche aussi du jeu de rôle. À crier le nom de leur attaque. Et ça, tu le vois pas dans la bande dessinée, parce que dans la bande dessinée, c'est des images qui décrivent leurs gestes, souvent. Ah, mais si, dans la bande dessinée, tu vois aussi ce qui est écrit. Pour le manga, par exemple, tu vois la bulle où il y a écrit Ta, je vais faire cette attaque-là. Beaucoup d'onomatopées. Le Japon, je sais pas si c'est un argument qui se tient. Mais voilà, pour le japonais, il faut savoir que les japonais, entre eux, parlent en onomatopée. Onomatopée, pardon. Voilà. Ils ont, alors je sais pas. C'est Mononoke. Ils ont un mot pour le bruit d'un sexe qui se lèche. Et Thomas. Ça s'appelle. Mais non, mais c'est pour donner des trucs. C'est que dans leur discussion de tous les jours, ils vont parler en onomatopée. Et je te donne ça, c'est que là tu regardes, tu fais une BD, tu vas faire un slap pour dire tu lèches. Non, ils ont un bruit spécifique pour un sexe d'être en train de lécher. Non, mais c'est pareil pour le bruit de la nourriture ou le fait de manger, quoi. Avec le paku là, l'origine du mot Pac-Man. Voilà. Tu vois, ils ont des mots pour. Pour des trucs très spécifiques. Alors que nous en France, on va l'utiliser dans la BD parce qu'effectivement, on a les miam, on a les miaou, on a les ouaf, on a quand même pas mal. Oui, non, mais tu vois, c'est très généralisé. Le slurp. Slurp, ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être très bien pour un verre, une glace, ou une bite. Hein. Ouais, voilà. C'est vrai. Mais c'est vrai. Donc il y a ça. Ils ont un mot précis pour dire un sexe en train d'être léché. Oui, ils ont un mot spécifique pour ça. Et si tu lèches un autre chose, ça doit être sûrement autre chose. Oui. Ça doit pas être super loin non plus. Hein, mais... Oui, non, mais là, c'est pour dire que dans les mangas, quand on parle d'onomatopée pour faire les. Voilà. Ouais. Bon, c'est bon, il est là. C'est pas un jeu. Voilà. Donc c'est pour revenir oui, effectivement, dans le manga, on va trouver les onomatopées pour expliquer l'action, par exemple, de mettre un coup de poing. Ben oui, c'est normal parce que ça fait partie de leur culture. Maintenant, quand tu vas regarder dans un animé, on n'a pas besoin de mettre l'onomatopée parce qu'on va à la place, on va mettre un bruit. Ouais, non, mais. Donc il y a ça. Maintenant, pourquoi on met des attaques le fameux Kamehameha, c'est aussi pour mettre un code. Est-ce que c'est pas aussi non plus un concept commercial qui a été pensé à un moment, qui après en a fait des codes, qui fait comme ça les gamins quand ils vont faire, c'est le Kamehameha. C'est peut-être aussi pour pouvoir recenser les attaques, parce que sinon tu t'imagines sur une série aussi longue que Dragon Ball Z faire attaque 1, 2, 3, 4, attaque de ce personnage 1, 2, 3, 4. Ça permet aussi quand tu vois le mec dans Dragon Ball, tu vois une bulle où tu vois le gueule de Sangoku complètement vénère quand en train de rejoindre ses mains, tu fais ah c'est bien balancer l'attaque de porc. Ouais. Voilà, il est en train de lever les bras au ciel, tu fais oh là il va lancer un Genkidama quoi. Donc ça aussi, c'est une histoire de code pour codifier tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un monde du jeu de rôle au Japon? Alors moi, je me suis renseigné il y a longtemps. Apparemment, oui, les Japonais jouent au jeu de rôle. D'accord. Est-ce qu'ils jouent beaucoup au jeu de rôle? J'irai pas jusque là parce que je sais qu'au niveau de la jeunesse, ils sont quand même très technophiles. D'accord. Et je pense qu'ils jouent beaucoup en dématérialisé. Par le biais d'ordinateurs, enfin de jeux vidéo. Je sais qu'en Asie, fonctionne beaucoup le MMORPG. Ouais. Ils ont des styles bien à eux, mais ils fonctionnent beaucoup là-dessus. Lineage 2 marche beaucoup mieux que WoW là-bas. Voilà.
Ah non, mais voilà, ils ont leur propre style. Donc, je dirais pas certain. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils jouent pas au jeu de rôle. Hein. Moi, j'y connais strictement rien. Voilà. Moi, je connais pas. J'ai jamais vu de rôliste japonais, donc. Moi non plus. Mais il n'y a pas de raison qu'ils n'y jouent pas. On a rencontré des Japonais, des Japonaises. Mais... Ouais, moi, je n'aurais pas demandé. Est-ce que tu joues au jeu de rôle ? Ouais, mais pourtant, ça aurait été. Ça aurait pu être intéressant. Je le ferai par chez moi si vous voulez. Ouais, ce serait sympa parce que j'aimerais bien savoir. S'ils disent qu'ils connaissent pas, faut leur faire tester. Ah ouais. Masteriser en anglais, pourquoi pas, en japonais, hors de question. Je pense le RPG par exemple. Tiens, je suis en train de me poser des questions au sujet de ça. Tu veux que je fasse qu'on fasse un débat sur les RPG japonais et les RPG américains ? Non, mais pour moi le RPG tel que dans ma culture, c'est japonais. Ah, je suis pas d'accord. Aloïs, t'es pas d'accord ? Oh là là. Baldur's Gate, ne serait-ce que ça, il est américain. Il faut savoir qu'il n'a jamais joué sur PC quand il est jeune. Il a connu que les jeux par console. Exactement, moi je suis un PP console. Je ne connais que les consoles. Moi je suis un consoleux comme. Le premier RPG qui est apparu, c'était sur PC. C'était un truc américain ou anglais. C'était pas Wasteland ? Ah bah non, il y a encore. Alors là, je suis incapable de sortir le nom. Le premier RPG entre guillemets, c'est Mystic Quest sur Game Boy. Final Fantasy Adventure et Zelda. Moi j'ai joué à un jeu où t'as un écran, t'as des pauvres murs sur le côté, t'avances, au bout d'un moment t'as des semblants de couloirs et puis t'as un monstre au milieu. Ah, on se demande si tu vas attaquer ou pas. Lords of Lore. Voilà, par exemple. Donc et ça c'était sur PC et c'était pas japonais. Le RPG. C'est vrai parce que même les Ultima et tout ça, tous les jeux, les premiers jeux vidéo sur Atari et sur comment on appelle ça déjà ? Amstrad ? Oui, non, mais tu sais, il y a un mot, on n'appelle pas ça des PC, on n'appelle pas ça des ordinateurs, on appelle ça des... Computer ? Non. Okay, personal computer ? Ça me remet... Non, c'est un PC, il y a personal computer. Un Mac ? Des ordinateurs ? Non, ils ont un nom. Enfin bref, c'est pas très grave, mais bref, c'est vrai que les premiers, c'était pas des Japonais. Et voilà, historiquement, le jeu de rôle vient plutôt des États-Unis. Oui, voilà. Ouais. Déjà, on va passer sur Donjons et Dragons. Mais tu vois, ça c'est bien transmis au Japon quand même. Oui, mais le truc c'est que tu vois clairement les deux écoles. Enfin, comme je disais, j'en parlais tout à l'heure avec Thomas, c'est que typiquement dans le jeu de rôle américain, tu vas contrôler beaucoup plus l'évolution de ton personnage que dans le japonais. Ah oui. Dans le japonais, tu choisis pas comment évoluent tes stats. Non. Dans les jeux de rôle japonais, quand tu gagnes un niveau, tu gagnes un niveau. Ouais. Alors que dans le jeu de rôle américain, tu vas pouvoir faire évoluer tes compétences, des choses comme ça. Je sais pas, là je suis pas encore une fois. Bon, Baldur's Gate c'est un faux exemple parce que de toute façon il est tiré de Donjons et Dragons. D'accord, oui. Tout comme Neverwinter Nights, etc. Mais par exemple, tu prends, je vais dire Mass Effect, même si c'est qu'à moitié un RPG. Voilà, tu choisis les pouvoirs que t'as, tu choisis ta classe. Alors que dans les Final Fantasy, par exemple, ça a disparu depuis un moment. Ça revient dans les FFT, mais... Bon, ça, c'est peut-être un autre truc sur le jeu vidéo, le jeu de rôle. Bon, on reviendra sur ce thème dans un prochain podcast. Et ce sera sans doute aussi dans le prochain webzine imaginaire. Alors, tu peux nous en parler un petit peu, parce que maintenant que tu fais de la pub, là. C'est un webzine pour l'instant amateur, qui a son premier numéro qui est sorti le 22 septembre. D'accord, ouais. Qui a pour septembre de la date de 2011 cette année. Okay. Donc qui est prévu pour sortir tous les 4 mois. Ouais. Pour lequel je suis responsable de la section jeux vidéo. Yes. Et dans lequel il y a David Alpha de Monde en Chantier, Dissident, etc. Et qui a pour vocation de faire découvrir les mondes imaginaires en fait. C'est tout. On peut parler d'à peu près tout et n'importe quoi tant que c'est en rapport avec l'imaginaire. D'accord, ok. Je voulais vous poser une dernière question sur le thème le jeu de rôle, dessin animé, une histoire d'amour. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des difficultés dans l'adaptation du dessin animé en jeu de rôle? Et si oui, lesquelles? Quel genre de difficultés vous avez rencontré? Moi j'en ai une, mais vas-y, Aloïs. Comment matérialiser, comment conceptualiser quelque chose qui n'est pas matériel, qu'on ne voit pas dans la série? C'est-à-dire? Par exemple, comment faire en sorte que le jeu favorise, récompense et incite à faire des liens, par exemple. Des liens personnels. Entre les personnages, avec des concepts, etc. Parce que t'as des joueurs qui vont se contenter de faire un personnage et puis de jouer avec pour tabasser du monstre, ou chacun a ses attentes. Et t'as des systèmes qui vont t'inciter à développer ton personnage, ses relations avec l'extérieur, etc. Sens typiquement avec les liens, etc. D'accord.
Thomas, est-ce que tu as rencontré des difficultés spéciales? Oh oui, je me souviens des discussions fort torrides. Oui, en fait, discussion sur l'oreiller. Ouais. Pas vraiment sur l'oreiller, c'était plutôt vite fait dans le bureau. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est moi, dans le cadre donc, de Mao Shoujo, à un moment, c'était posé le problème, c'est que imaginez une équipe de magiciennes. Il faut voir que je prends donc toujours l'exemple, ce que je me suis beaucoup inspiré, donc c'est Sailor Moon. Ouais. Dans Sailor Moon, t'as une team de magiciennes, de Magical Girl, mais il y a un personnage principal qui est l'héroïne et qui était donc Bunny Rivière donc dans la version française. Ouais. Et ça, c'est vrai de beaucoup de dessins animés. Dans beaucoup de dessins animés, effectivement, pour pouvoir vraiment t'identifier un personnage. Ouais. Et c'est vrai qu'au départ, on dit, c'est pas simple. Les autres ont l'air d'être plus là pour faire valoir un peu un écrin. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un peu problématique de dire qu'à un moment, est-ce qu'on peut vraiment passer une série télé, un épisode, dans un format jeu de rôle. Et après, en réfléchissant, tu dis, après tout, même s'il y a une voix off qui est l'héroïne qui va raconter son histoire, on va surtout se centrer sur elle. J'ai réussi à dépasser cette problématique en me disant, il y a d'autres personnages, il suffit juste que la narration, au lieu d'être concentrée sur un seul personnage, va passer de l'un à l'autre. Ouais. Deux fois comme ça, il y a toujours cette héroïne qui est là pour vraiment mettre en avant ce qu'elle va vivre. Les autres sont un peu des faire-valoir entre guillemets, mais vu que ce rôle d'héroïne change à chaque fois, tu résous le problème. Tu résous le problème, d'accord. Aloïs, j'ai une question stupide, mais elle est quand même là. Est-ce que tu favorises le Yuri dans ton jeu? Le Yuri, c'est quoi? Qu'est-ce que t'appelles le Yuri? Les relations entre filles. Enfin, c'est possible. Plus que l'amitié. Je le favorise pas, mais rien ne l'empêche. Oui, voilà. Rien ne l'empêche, puisqu'en fait, dans le système que j'ai, c'est Sailor Saturn et c'est leur Vénus, non? Je sais plus. Non, Vénus, pas dans la série. Je suis pas allé assez loin. J'ai lâché un petit peu. Faut que je me remette dedans. Mais dans mon jeu, en fait, si tu veux, c'est les personnages qui sont obligés d'être amis. Ça, c'est obligatoire. Oui. Et des filles? Que des filles, oui, bien évidemment. Faut quand même le dire. Non, faut le dire. Et ces personnages donc sont obligés d'être amis. Ne peuvent pas avoir ne peuvent pas vraiment avoir de relations amoureuses entre elles. Parce que en plus, j'ai rajouté en fait, on va dire une carac qui s'appelle l'amour non avoué. D'accord. Mais tu peux très bien le mettre à un homme ou à une femme. Rien n'est gênant, ça ne bloque pas le jeu, quoi. Oui. Par contre, c'est important, il faut pas que les héroïnes tombent amoureuses entre elles. Ça, c'est clair, le jeu le permet pas. C'est pas drôle. Ouais, parce que sinon l'amour. Sinon, mais ça pose des gros problématiques qui est qu'en termes de système, ça fait de la compétition. Oui. Donc, et il n'en veut pas. J'en veux pas dans ce jeu-là. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est des difficultés. Moi, j'ai rencontré une difficulté dans les adaptations. C'est quand, effectivement, t'en as parlé un petit peu à Loïs tout à l'heure, c'est quand il y a des joueurs qui s'y connaissent plus que d'autres sur un univers adapté. C'est pour ça que je préfère avoir une table tout l'un ou tout l'autre. C'est insupportable. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des débats de spécialistes de la série pour savoir qui l'emporte dans le conflit. Qui est la plus grosse, toujours. Qui est la plus grosse en termes d'histoire. Moi, je me souviens d'une partie de Stargate en convention où justement à un moment donné ça virait alors moi je connais pas du tout Stargate pour le coup et ça virait à la conversation de spécialistes. Alors les mecs ils avaient l'air bien trippé mais alors moi j'y connaissais rien du tout. Je me suis j'étais complètement à côté de la plaque avec Emmanuel justement que je salue au passage. Ouais. Moi je retrouve une problématique là-dessus, c'était souvent avec des jeux donc je prends l'exemple d'AD avec des jeux qui ont beaucoup de suppléments, ont des compagnons pour chaque classe. Et on se retrouve avec un joueur, disons qu'il commence tout juste à DD, et il y a un moment, il y a une action, et là il y a un des joueurs qui sort son compagnon, il fait non, dans le règle temps, page temps, on dit que ça doit se passer comme ça. Ouais, mais ça c'est ce genre de truc, voilà. Mais tu vois, là c'est vraiment pas de l'adaptation. Là c'était pas de l'adaptation. Ton cas c'est pas. Là je prends l'exemple d'ADD quoi. Moi je te parle d'un cas où il y a un joueur qui commençait en fait à nier la description du MJ, donc c'était Emmanuel. Parce que, soi-disant, elle avait pas respecté la série à la lettre. On s'en branle. Je vais lui botter le train à la prochaine partie de Sens. Non mais tu vois le truc quoi. T'en arrives à un point où là, ça devient un peu relou quand même quoi. Tu as envie d'avancer ou de. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non, mais je peux comprendre. Après, il y a ce côté. Je lui ferai écouter ce podcast. Voilà, faut vraiment que là, on fasse vraiment à des puristes, quoi. C'est drôle. C'était un cas à un moment donné. Ça a duré 5 minutes, où j'ai trouvé que c'était un problème de l'adaptation, justement. Oui, non, mais la partie, sinon, a été, Emmanuel est une très bonne joueuse. Malheureusement, pas été jusqu'au bout, mais la partie, sinon, c'est bien passé, c'est bien déroulé. Donc, mais c'est juste à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, tiens, ça peut être un problème. Quand je préparais le podcast, j'ai repensé à cette scène. Je me suis dit, ah, ça peut être un problème d'adaptation. Quand on a parlé tout à l'heure, j'y ai pensé. Je me suis dit, bah oui, c'est ça. Il faut éviter que les joueurs soient à des niveaux différents dans la série. Qu'il n'y en ait pas un qui ait vu la fin de la série, alors que typiquement les autres sont au début de la série, ils l'ont pas encore fini. L'avantage, c'est sur Atlas, il n'y a aucun impact avec la série. Enfin, il n'y a rien qui met en rapport avec la série elle-même. Alors, est-ce que c'est une adaptation de... J'ai même pas écrit les règles pour l'Avatar. C'est une adaptation, alors, du coup. Hein ? Rien n'empêche. Tu peux jouer dans l'univers, mais... Tu peux jouer avant, après, mais il n'y a pas d'impact directement de la fin de la série sur le jeu. Je dirais seulement des trucs qu'on m'a rabâché, c'est que si on considère qu'on a fait un système qui peut s'adapter à d'autres univers, c'est que c'est pas une adaptation. Ouais, ça, bon, ça dépend, parce que en fait le truc c'est que quand tu veux, alors je sais très bien à quoi tu fais référence, Thomas. Je te connais, mec. Et tu vois, toi dans ton cas c'est un peu différent parce que ce que tu as voulu faire, c'est moi qui te faisais cette critique là, je crois. Non, c'est que moi je sais que par exemple dans Mao Shoujo, à un moment je me suis dit super, je peux l'adapter à plein de trucs. Oui, mais ça c'est une mauvaise réflexion. Un système générique. C'est une mauvaise réflexion parce que toi justement ce que tu cherchais à faire, c'était un système générique pour jouer des histoires où les sentiments importent et dans le Non, je voulais pas faire un système générique. Je voulais faire un système qui ne fonctionne que dans ce cadre-là. Oui, mais c'était. Parce que sinon c'était un échec. Sakura et Sailor Moon dans la tête. Ce qui sont quand même deux choses différentes. Moi, je trouve que c'est à une époque, moi au shoujo, tu pouvais faire du One Piece et ça marchait très bien. D'ailleurs, tiens, Sailor Moon, je tiens à te dire que c'est une team de PJ aussi, au passage. Oh ouais, mais il y a quand même une héroïne principale. D'ailleurs, Sakura, par contre, c'est une team ou pas? Tu peux voir Kero et sa cousine. Il y a des personnages en plus. Il y a des personnages en plus, mais t'as l'héroïne qui vit ses aventures. Il y a Lionel. Voilà, t'as Lionel, Shaolan, donc qui est là, mais c'est pareil, c'est un peu on va dire au départ, c'est un peu un boulet pour l'héroïne. C'est parce qu'il veut se cacher, quoi. Voilà, ensuite il y a sa copine, à Sakura, dire sa cousine. C'est plus, sa cousine. À qui? À Sakura. La fille avec les cheveux noirs, c'est la cousine de Sakura. Oui, c'est vrai. Sa petite cousine. Petite cousine qu'on apprend plus tard. Voilà, débat de puriste, je m'emmerde. Voilà. Exactement. Normal. Mais tiens, si tu veux, on va les regarder, on va augmenter. On y va, on va les regarder, on va laisser nos auditeurs, parce que 1h25 de podcast quand même, messieurs. Seulement ? Ouais, seulement. T'as trouvé le temps long, c'est ça? Non. Toi, si c'est comme ça, je t'inviterai plus. Hein. Je pensais qu'on en était à moins parce qu'on s'amuse vraiment. Bon, en tout cas, merci Aloïs d'être venu. De rien. On aura peut-être l'occasion de te réentendre. J'espère. Dans les podcasts sur Sens. Donc, puisque tu es aussi un maître de jeu de sens. Non, c'est pas vrai. Je dément formellement maîtriser ce jeu de merde. Trop tard, t'as déjà dit que t'allais la sanctionner dans ta table de sens. Mince, je crois que t'as trompé par moi-même. Bon, allez, on vous laisse sur ces réflexions sur le dessin animé et le jeu de rôle. Si vous avez des commentaires à nous faire parce que je suis sûr qu'on a dit plein de conneries, parce qu'on était comme toujours quand on s'enflamme sur les débats avec Thomas. C'est à cause d'une raclette, tout ça. Oui, tout ça à cause d'une raclette. On a tendance à sortir peut-être faire des raccourcis, des trucs comme ça, mais en tout cas voilà, c'est un thème à mon avis intéressant. Et ô combien d'autres thèmes on pourra faire sur ce genre de sujet, hein, autant sur le jeu vidéo, sur le cinéma. Je pense que la portabilité est beaucoup plus difficile. De quoi? De porter du jeu vidéo en jeu de rôle. Oh oui, le jeu vidéo. Est-ce que c'est une bonne chose que le jeu vidéo influence autant le jeu de rôle? Et là, il y a de vraies questions. Allez, à bientôt. On vous laisse. Râlez moins, jouez plus. C'est ça qui compte. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.